La crème là, ça va être pas mal. Vas-y, tac. Bonjour à tous, bienvenue dans la Parole au coach. La Parole au coach, c'est un podcast qui parle de parcours, d'ambition et de philosophie de coach, entraîneur ou manager, dans le basket principalement et niveau championnat de France essentiellement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, Patrice. Bienvenue Patrice. Merci à toi, merci pour l'invite. Pas de souci, avec plaisir. Alors, Patrice, généralement, je commence le podcast avec une question très simple. Je me suis inspiré de Driver. C'est comment tu es rentré dans le basket? Et ensuite, dans une seconde partie, ça sera comment tu es rentré dans le coaching. Vraiment. D'abord dans le basket, explique un peu ton parcours basket, qui t'a mis dans le basket. Après, on parlera du coaching. Je suis rentré dans le basket par rapport à l'école. Moi, je faisais du basket. Je ne pouvais plus faire de foot. En troisième, j'ai commencé à faire du basket parce que je ne pouvais plus jouer au foot. Simplement quand je suis passé en seconde. Et j'ai commencé au club de Villejuif. Ça va étonner beaucoup de gens. Ok. Je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et après, très rapidement, j'ai été à Neuilly. Je suis devenu un joueur de National 3. J'ai fait vite fait une pige en National 2. Et après, voilà, j'ai pas eu de formation en tant que joueur. Moi, je suis arrivé dans le basket par le street. Je faisais un mec qui faisait du street. J'ai toujours fait du street. Et j'ai commencé à jouer en club et à faire des matchs. J'étais anciennement espoir région, puis après joueur à part entière. Ok, très bien. Parfait. Bah, du coup, maintenant, on a parlé de ton, on va dire, de ton entrée de basket d'un point de vue joueur. Maintenant, ce serait super intéressant que tu nous racontes comment tu es rentré, comment tu es arrivé dans le monde du coaching dans le basket. Pur hasard, moi j'ai un enfant qui s'appelle Melvin, qui faisait du basket à Charenton. Et je l'accompagnais tout simplement au basket. Et j'étais dans les tribunes en train d'être sur mon téléphone. Et un certain Caribou Bekri, que tout le monde connaît, m'a dit mais qu'est-ce que tu fais dans les tribunes? Viens partager ton expérience de joueur auprès des gamins qui étaient là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coacher. J'ai commencé en fait à intervenir sur les parties sur les parties pendant les vacances, Ok. où j'intervenais un petit peu. Puis après, il m'a proposé. Bah, quel type d'intervention par exemple? Franchement, c'était c'était que du dribble. Ok. C'était vraiment que ça, que du dribble. Comment faire en sorte que les gamins s'éclatent. Et il m'a proposé de devenir son assistant Mhm. parce que mon fils allait être dans l'équipe. Donc il m'a dit bah puisque tu vas être là tout le temps, peut-être que c'est un truc qui va te plaire. Donc vas-y. Et je me suis dit bon au final, vu que je vais être là, pourquoi pas commencer à voir comment c'était. J'avais déjà eu une première expérience malheureuse à Saint-Maur, D'accord. où j'étais un peu tout seul. J'avais été jeté dans la fosse au loup par un Quelle certain catégorie? U17. U17. Ah oui. Je devais assister à un certain Will Massina, qui aujourd'hui est à Alfortville. Puis après, je me suis retrouvé jeune coach à faire à Gennevilliers un TQR, je crois. Mhm. Et c'est archi mal passé. Je me suis même embrouillé avec un parent et qui a fait que je me suis dit ça, c'est pas pour moi. Ok. Et je suis revenu en fait à ce moment-là. Et la première année, j'ai accompagné mon fils. Il m'a dit ouais, est-ce que ça t'intéresse une deuxième année, même si je sais que ton fils il va passer U14. Et je me suis dit bon, j'aimerais bien retrouver mon rôle de papa à part entière sans être papa coach. C'est-à-dire on passait tout notre temps ensemble. Franchement c'est bien, mais à la fin de l'année j'ai senti un peu que lui comment on avait besoin de retrouver un peu de liberté. Donc moi je me suis dit bon, écoute, en plus il y avait une bonne team. Mm. Sur des 2002, Surtout avec 13, Karim en plus, avec ça se l'un refuse pas, hein. avec l'un des Le gars meilleur formateur des plus lourds d'Île-de-France. Mm. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas une deuxième année. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré dans le coaching. Après, effectivement, une fois que tu as le virus, j'ai attrapé le virus. À cette époque-là, je disais, mais coacher c'est bien, mais moi, je passerai certainement pas mes diplômes. On devait être en 2015 vers là. Ouais, c'est ça, 2015. Ouais, je ne passerai pas mes diplômes. On est en 2022, j'ai le DE. Ah oui, gros parcours, hein. Bah, justement, on va revenir là-dessus. Voilà. Et juste avant de revenir dessus, je voulais revenir sur le fait de coacher avec l'un des gros formateurs qui est reconnu en tout cas on va dire, c'est le coach préféré des coachs, des coachs, on va dire dans le basket. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Et je vais savoir, du coup, en tant que joueur, effectivement, tu as eu ton expérience en senior et ainsi de suite. Quel a été le challenge d'avoir un coach aussi expérimenté à ce niveau-là, on va dire, et toi, d'un point de vue de ta vision basket et parent, parce qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de choses qui s'entremêlent.
Enfin, comment tu as vécu la chose en fait? Franchement, ça a été super simple. Ça a été super simple parce que, après, bon, j'ai une histoire particulière. Moi, j'ai élevé mon fils, on va dire, pratiquement tout seul. Ok. Et en fin de compte, c'était un peu histoire de dire le papa protecteur qui va suivre son fils. Et je me dis, bah, en fin de compte, pour passer un step, il faut prendre des risques. Ok. Et je me suis dit, ce risque-là, ça va être bon et pour lui et pour moi. Et en fin de compte, ça va être une façon de partager une passion commune. Et surtout, dans l'organisation, c'est de se dire, bah, si quelqu'un doit le terminer, c'est de permettre à Karim de le terminer. Ok. Et franchement, ce fonctionnement-là, il était super bien. Pourquoi? Parce que ça me permettait, moi, après, à la maison, de pouvoir continuer à dire, d'avoir un discours de vérité et avoir le pendant. On va dire un peu le rôle de bad cop, good cop. Ok. Voilà, on s'était mis un peu ça en tête. Et après, d'un point de vue purement basket, je pense que j'ai gagné 10 ans. Parce qu'il a une philosophie qui lui est propre. Il a un fonctionnement qui lui est propre. Je pense que les gens ne savent même pas de la façon dont il peut pousser, en fait, pousser ses séances, pousser l'approche psychologique et l'approche éducationnelle du joueur. Dire, on voit Karim, oui, le mec il arrive à avoir un gros handle, un truc, ça, ok, là, très bien, c'est d'un point de vue basket. Ce que nous ne voit pas, c'est qu'il arrive à rendre des mecs entraînables Et ça, à foison. c'est plus qu'une performance. Parce que c'est vrai que Karim, quand on peut le voir, enfin, pour ceux qui le connaissent et tout, il est, on va dire, introverti, si tu veux, pour les gens qui ne le connaissent pas. Du coup, on peut se poser la question de ce que tu dis, en fait, ça pourrait ne pas avoir le sens de ce qu'on voit de lui, en fait. Mais moi, je vois exactement de quoi tu veux parler. Et c'est super important parce que rendre des mecs entraînables, ça, c'est un défi que parfois, en tant que coach, on peut abandonner, en fait, en se disant, il n'est pas entraînable, on passe à autre chose. Comme certains coachs peuvent dire, l'envie, je ne peux pas entraîner l'envie, par exemple. Exactement. Après, il faut remettre quand même dans le contexte, on est dans une équipe compétitive Mm. où il y a des leviers. Voilà. Donc et effectivement, en tout cas de ce contexte-là, voilà, franchement, c'est vraiment un bonheur. Dire aujourd'hui, je pense qu'une grande partie de mon parcours et de ce que j'arrive à mettre en place vient du fait que j'ai eu de la chance en fait d'être assistant de Karim à mes débuts, Mm. puis aujourd'hui d'être assistant d'un autre type de coach qui a une autre philosophie, où en fin de compte le fait d'être un peu en retrait et le fait d'apprendre beaucoup, de pouvoir absorber, après j'ai une capacité de travail qui est quand même assez importante, où effectivement j'aime bien observer avant de pouvoir moi me mettre en avant et afin de moi de regarder comment la méthode que je veux mettre en place, si elle fonctionne ou pas. Je ne suis pas le genre de personne qui va arriver et qui va dire moi je sais faire ça. D'accord. Et en plus, je me sens jamais calife à la place du calife. C'est-à-dire que prendre la place de Karim, ça m'a jamais traversé l'esprit. Tout comme là, prendre la place du coach de Poissy, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis vraiment là parce que je Tu ressens le veux apprendre, besoin tu veux apprendre le jeu. d'apprendre, de progresser et de savoir ce que je ne sais pas faire aujourd'hui. Ok. Oui, de définir aussi un peu ta philosophie en tant qu'entraîneur. Exactement. Après, la philosophie, moi, je Tu peux en l'as, parler. mais c'est pour, on va dire, C'est ça. En fait, la peaufiner, entre guillemets. aujourd'hui, l'expérience me fait dire que je viens avec une philosophie. Je vais prendre les cas d'Andrézy. Je viens avec une philosophie. Moi, je suis très développement individuel. C'est-à-dire, moi, je développe l'individu avant de parler de groupe. Et ça, ben, je l'ai. C'est la pyramide inversée un peu. Exactement. La méthode. Et ça, de faire ça, si tu n'as pas la carotte au bout, eh ben forcément, tu vas heurter des murs. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, mais oui. Et c'est pour ça que je te parlais de la carotte par rapport à Karim, c'est qu'il y avait la carotte. On avait la carotte des U15 France, la carotte de la sélection, la carotte de l'anthropole. Ça, Oui, c'est vrai que. ça, c'est des accélérateurs qui Mm. sont hallucinants. Maintenant, quand tu sors de ça, si tu n'as pas ça, comment tu fais? Moi, j'ai entraîné des U15 départ. Comment tu fais? Quand tu dis, mais t'es pas là, tu joues pas. Ils s'en foutent. C'est pas, il s'en fout. C'est que si on lui explique pas pourquoi, ça marchera pas. Ok, je vois ce que tu veux dire. Si on lui dit pas pourquoi on fait ça, ça marchera pas. Si on n'est pas en capacité de lui répondre aux questions, ça marchera pas.
On va dire, ah non, mais il est relou. Non, un mec qui te pose des questions, il n'est pas forcément relou. Non, moi, au contraire, je pense qu'en tant que coach, on peut faire un joueur qui va poser des questions, qui va s'intéresser, parce que nous, même si on n'a pas la réponse, ça nous pousse à y réfléchir parfois. Et parfois, c'est des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, parce que parfois les questions, on ne réfléchit pas à tout, mais voilà. Et j'irai même plus loin. Je veux dire, moi, ça m'arrive de dire un joueur, je ne sais pas. C'est très important ça. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de coachs, ils ont on va dire, ce postulat ou cette position de se dire, vu que je suis coach, je dois avoir raison. C'est comme les adultes qui se disent, quand on est enfant, vu que je suis adulte, je ne peux pas avoir tort. Donc c'est important pour les enfants aussi de ressentir que, enfin, on va dire, c'est pas une fébrilité, mais de ressentir que le coach accepte lui-même qu'il peut ne pas avoir la réponse à tout. Et Non, derrière la le réponse, gamin, non. Tu n'es pas obligé d'avoir la réponse tout de suite. exactement. Tu peux lui dire, ok, ouais, là, je ne peux pas te répondre. Il faut Je vais regarder. Je vais regarder et je vais te répondre. Et si tu ne trouves pas la réponse, de lui dire. Et en fin de compte, c'est ce positionnement-là que moi, j'essaye de prendre. Et c'est pour ça que je prends un petit peu plus de temps avant de dire, voilà, moi, je vais prendre telle ou telle équipe. C'est-à-dire que ce positionnement-là, j'ai besoin de voir si, s'il est possible ou pas. Mm. Parce que c'est mon fonctionnement. Parce que j'aime à dire, je ne suis pas un gars talentueux en soi. Moi, je suis un peu le besogneux, on va dire, entre guillemets, où je mets un peu plus de temps que les autres de pouvoir intégrer, comprendre. Sauf qu'une fois que j'ai intégré et compris, je sais que je peux arriver à un haut niveau de performance. Après, pour revenir un peu à ce que tu disais, moi, dans le coaching en tout cas, on peut avoir de l'instinct si tu veux, mais pour moi, ce n'est pas une question de talent parce que tous les coachs qui ont réussi et qui aujourd'hui sont toujours à un niveau d'excellence, ce n'est pas les plus, on va dire, talentueux comme tu dis, c'est ceux qui travaillent justement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, c'est le travail. Et si tu ne travailles pas, tu peux avoir tous les leviers que tu veux et tout ça. Tu peux avoir, je sais pas moi, tu peux avoir une chance parce que tu as joué à un certain niveau, parce que tu connais quelqu'un, tu as un diplôme, tu as une possibilité ou une opportunité. Mais si tu n'es pas bon, si tu ne travailles pas, même si tu es talentueux, Oui, après, tu vas y arriver. je l'ai dit au préalable, j'ai une capacité de travail Voilà, ça qui est, pour moi, c'est le plus important en fait. qui est importante. Et ça vient du fait que j'aime ça. Ça vient du fait que j'aime ce que je fais. Ça facilite les choses d'aimer déjà. Oui, Ça je facilite les choses. veux dire, moi, je peux passer énormément de temps à parler basket. Je peux parler basket pendant toute une soirée, toute une nuit. Bah, c'est vrai que ça fait au moins 2 heures qu'on est. Enfin, je veux dire, avant de commencer l'enregistrement, ça fait 2 heures qu'on en parle. j'ai plein de choses à raconter, j'ai plein de choses à dire. Il y a la notion de détail, la notion de tout ça. Mais en fin de compte, au-delà de ça, moi, c'est un positionnement, c'est une façon d'être et une façon de vivre. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui est important, c'est un truc qui me permet d'avoir un certain équilibre, c'est un truc qui me permet d'être un exutoire. Et c'est un truc qui m'a toujours, qui a toujours été en tant que joueur. Et au final, la bascule s'est passée sur la fin de carrière de joueur. 30 ans, je me dis, mais. C'est tôt quand même, 30 ans. Non, mais ça répond à un tout. C'est-à-dire, moi, j'ai arrêté mes études un peu tôt. À 30 ans, je ressens le besoin en fait, d'évoluer professionnellement. Okay. Je reprends mes études. Parce que je me dis, l'argent que je génère par le biais de l'activité de joueur, je ne vais plus l'avoir. Et en fait, c'est de ce postulat-là que je me suis dit, mais comment faire pour continuer et après, effectivement, c'est de là où l'opportunité de Karim arrive. Et je me dis, mais ça se trouve que là, il y a quelque chose à faire, où je vais pouvoir continuer à faire quelque chose que j'aime et continuer à avoir ma deuxième source de revenus. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, ah ouais, ok. Et comme j'aime souvent dire, je n'ai pas forcément d'ambition dans le basket. Mais quand tu me donnes à manger, je ne suis jamais le dernier. C'est vrai. Donc plus tu vas me donner à manger, plus tu vas me challenger sur quelque chose, plus tu auras faim. Plus je vais être faim, plus je vais y aller. Aujourd'hui, je me retrouve à jouer des playoffs pour monter en National 1. Bah, tu m'aurais demandé l'année dernière ce que tu comptais faire. Je t'aurais dit, mais moi je suis bien avec mes petits, je ne veux surtout pas faire de senior. Je me retrouve à faire de senior. Tu m'aurais dit quelque temps, est-ce que tu te vois coach? Je t'aurais dit non, je n'ai même pas passé mes diplômes. Aujourd'hui, j'ai le DE. Oui. Donc, c'est là où c'est un peu marrant, parce que si on fait un montage de tout ce que je dis, de tout ce que j'ai dit jadis, bah aujourd'hui, je dis complètement le contraire ou j'ai fait complètement le contraire. Après, c'est ça aussi la vision d'un homme. Un homme, on est censé pouvoir se remettre en question. Je dis surtout ça dans le contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre des paroles des hommes il y a quelques années en disant oui, tu avais telle position il y a c'est ça, il ne X faut pas années. rester bloqué. Voilà. C'est une preuve d'évolution, pas de changement, d'évolution et de réflexion. Mais en tout cas, moi, je le prends comme ça. Ouais, très bien, moi je suis d'accord avec ça parce qu'on évolue tous. On peut avoir on peut dire qu'on aime le bleu il y a 5 ans, après on va dire
J'aime le fuchsia ou je sais pas, le cyan, Exactement. moi. Et ça reste du bleu, mais c'est un bleu différent. Voilà. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, je voulais que tu reviennes un peu sur ton parcours, un peu, de manière un peu détaillée. C'est-à-dire que de tes débuts avec Karim jusqu'à aujourd'hui où tu es à Poissy assistant en N2. D'ailleurs, vous êtes dans les premiers là, vous jouez les On playoffs. va jouer les playoffs, J'espère ouais. que vous allez finir champion. Du coup, si tu pouvais un peu nous énumérer ton parcours, basketement parlant. Évidemment, si tu veux intégrer les formations et les difficultés ça représente, ou même parfois les incohérences ça peut représenter, pas de souci, je t'écoute. Alors, c'est simple. Lors de la deuxième année, Karim aimait très tôt le fait d'arrêter. Et très tôt, il me dit, est-ce que tu veux prendre ma place? Et ça rejoint ce que je dis. Je dis, Karim, si toi tu pars, moi je suis un mec comme ça. Si toi tu pars parce que tu estimes qu'il y a des choses par rapport à toi qui ne sont pas correctes, moi je peux pas, je valide pas ça. Moi j'ai toujours été comme ça. Je valide pas ça. Donc comme je valide pas ça, bah, moi je vais me barrer aussi. Et de là, j'arrive à trouver ma première expérience tout seul. J'arrive à l'AS Créteil, où je suis resté un an. Et j'ai pris des U20 à la VGA. Et en parallèle, je passe la première année, je passe 2 diplômes alors que je devais en passer qu'un. C'est-à-dire que même sur la partie diplôme, on me dit tu as joué à tel niveau, tu as le droit à telle chose. Je leur dis non. Moi, les termes et tout, j'ai besoin de savoir ces termes-là. Faites-moi commencer, donc pas animateur parce qu'apparemment je perds mon temps, j'ai commencé à ce qu'on appelait à l'époque initiateur. Initiateur, oui. Et la même année, je passe initiateur P1. J'apprends après que j'aurais pas dû faire. C'était interdit. Normalement, c'est une par an. Et cette année-là, j'arrive à Créteil. Et là, je me rends compte que quand tu sors d'un club organisé comme Charenton, mais au final, comme diraient certains, j'étais à Las Vegas. J'arrive, il y a des ballons qui sont gonflés, il y a des salles qui sont ouvertes, il y a du matos pour travailler. Le premier entraînement à l'AS Créteil, il y a 0 ballon de taille 6 gonflé, utilisable, 0. Et là, je dis, mais attends, première fois que j'arrive, pas de DT, pas de président, je suis là, je suis tout seul. Je vais pour ouvert, j'ai pas les codes. Je dis, mais waouh, je me suis retrouvé, je suis où? Où est-ce que je me suis mis? Je dis, mais bon, ça passe. À côté, la VGA, c'est mon ancien club, donc là, même si on s'est quitté un petit peu fâché en tant que joueur, parce que je suis parti parce qu'il y a quelque chose que je ne cautionnais pas. On reviendra dessus après tout à l'heure. Donc j'arrive là-bas, tranquille, t'as tes ballons et tout. Et là, j'avais la chance d'avoir des ballons taille 7 dans mon coffre. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait à coacher. Et c'est la première fois que je me suis senti seul, mais vraiment seul. C'est-à-dire que j'ai été seul toute l'année. C'est-à-dire que je suis seul pour faire des déplacements. Personne n'a de voiture. T'appelles les parents, ils ne te répondent pas. J'ai même eu le truc le plus frappant, c'est que je me dis, mais je lui envoie des messages, il ne répond pas. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, le mec ne comprenne pas le français. Et que sa fille écrivait les textos. Et là, tu te dis, waouh, en fin de compte, tu prends des choses en pleine tête que toi, tu n'as jamais connues. C'est-à-dire que toi, tu étais sur la partie tactique, technique, développement. Là, tu tombes dans la vraie vie. Là, on est vraiment au-delà. Là, on sort du basket presque. Non, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est-à-dire que j'ai des petits qui viennent faire au basket, j'ai des petits qui viennent tout seuls, j'ai des petits qui prennent le bus, j'ai des petits où tu appelles les parents, ils ne te répondent pas. Donc, c'est-à-dire, tu te dis, mais attends, moi je suis parent. Moi, mon fils, quand tu rentres, tu m'envoies un texto, tu m'appelles, tu me dis où t'es. Là, les parents, rien. Et là, tu te dis, waouh, où je suis. Et j'ai passé une année où mentalement, psychologiquement, c'est dur parce que tu es tout seul et parce que tu as un poids des responsabilités sur un jeune public qui est méga important. Et malgré ça, on arrive sur une première partie à aller en finale. On perd contre la VGA. Et je m'en rappelle bien parce que c'est un des premiers faits marquants cette année. C'est-à-dire que la première année, j'ai joué, en l'espace de 4 mois, j'ai joué 3 finales. J'ai perdu 3 finales. Ah oui, c'est pas simple. Je perds
une finale VGA AS Créteil. Donc, sauf que là, j'étais VGA U20 et je perds contre l'AS Créteil quand ils finissent U20, ils partent de départ et ils ont le titre de champion région. Je perds de 2 points contre eux. Et là, donc les fameuses guéguerres interdépartementales, où j'ai un mec où on est censé être du même département, non, du même club, qui dit ouais, bien fait, vous avez voulu nous niquer Saint-Maur. Et là, je pète un plomb. Je dis mais tu parles à qui? Tu es dans le même club que moi, et là, tu es en train de te dire que moi, j'ai essayé de te niquer. Il me dit non, mais je parlais pas de toi. Je dis mais t'es un ouf. Je dis mais à quel moment moi j'ai essayé de te niquer? En plus de la frustration d'avoir perdu sur un truc déjà, oui, que doit jamais perdre. Et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai pas dormi après une défaite. C'est là où je rentrais, pour ça que je dis qu'on peut pas être qualifié à la place du qualif. Où là, je suis rentré pile poil dans la réalité, où tu dis comment j'ai fait pour perdre ce match-là. Et après, donc, je reviens sur cette première année où je suis entraîneur sur les deux. Et je rejoue une finale avec mes 2 équipes. Où là, tu pouvais avoir le deuxième TQR à te qualifier. Et dis-toi, je perds les 2 vendredi soir, samedi soir, avec 2 équipes différentes au même endroit. Je suis sorti de là, et j'étais anéanti. Je suis rentré dans ma voiture, je crois que je suis resté dans ma voiture 2h30. Je dis mais attends, j'étais là, et en fin de compte, ton téléphone ne sonne pas. En fait, tu es seul au monde. Tu es seul. Et ça, c'est, excuse-moi de te couper, mais ça, c'est la réalité, malheureusement, de beaucoup de coachs. Et c'est la partie, on va dire, invisible de l'iceberg du métier du coach. En fait, c'est ces moments de solitude où toi, tu subis les choses sans avoir le soutien. En fait, si justement, tu n'as pas une organisation qui te permet, quelqu'un qui va t'appeler pour te dire, bon, c'est pas grave, on en parle un peu, on en discute un peu, un DT ou quelque chose comme ça. C'était chaud. C'est vrai que… Je suis resté tout seul dans ma voiture. J'étais tout seul, machin. Et en plus, en passant, tu as senti un peu le fait où tu es responsable de tout. C'est pas que j'ai pas un problème avec la prise de responsabilité individuelle, on y reviendra un peu sur ma philosophie de coach, mais tu te dis, mais attends, aujourd'hui, en fait, quand on arrive là, Patrice, ça allait, et quand tu arrives là, Patrice, il est nul. Tu te dis, oh waouh. Et après, bon, là, tu te retrouves tout seul, et je me suis dit, j'ai coupé pendant au moins une semaine, je dis, non, il faut que ça passe. C'est très important ce que tu as fait. Je fais, faut que ça passe et tout, et après bon, une fois que ça s'est passé, je suis retourné au charbon. J'ai parlé donc, avec les petits, il n'y avait pas de problème. Les petits, ils avaient compris. Les petits savaient là où on voulait aller. Ils connaissaient. C'était la première fois qu'ils s'entraînaient autant. C'était la première fois qu'ils gagnaient autant, on va dire. Et c'est la première fois qu'ils avaient un peu d'intérêt. J'avais réussi en fait à intégrer un premier gars en sélection départementale. Et en fin de compte, là, il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en place où les personnes comprenaient le pourquoi de ce qu'ils faisaient. Donc sur cette partie-là, c'était plutôt cool. C'est une forme de reconnaissance et de satisfaction aussi. Ça te permet à toi par rapport à tout ce que tu as subi en termes on va dire, d'échecs sur les premières saisons que tu as eues et tout. Ça met toujours. C'est une saison, ça. Ouais, voilà. Ça met toujours. C'est la première saison que je vis celle-là. Oui, mais justement, c'est cette partie positive, ça permet de se dire, bon, il y a quand même de l'intérêt de ce que je fais, quoi. Bien sûr. Ça donne de la force, entre guillemets. Et à ce moment-là, je pense que très tôt, j'ai pris la décision. À l'époque, j'appelle le mec qui m'a recruté à l'AS Créteil. Je lui dis, c'est comment l'année prochaine? On est en janvier. J'ai dit, regarde, on est en janvier, j'ai une équipe, j'ai 100% de deuxième année. Moi, quand je regarde ce qui se passe derrière, il n'y a personne. Je dis, on fait quoi? Pas de réponse. Et là, moi, j'ai toujours été comme ça. Je dis, bon, pas de réponse. Au bout d'un mois, je crois qu'on est au mois de février, je leur dis, les gars, à la fin de l'année, je ne serai plus là. Pas de réponse. Tranquille, je continue à faire mon taf. Et là, on arrive en finale de Coupe du Val-de-Marne. Les petits, ils étaient tous en train de pleurer en décembre sur la défaite. Et là, je leur dis, vous savez qu'on va gagner. Ils me regardent, non mais Patrice, je dis, vous savez qu'on va gagner. Si là, laissez-moi faire, on va gagner. Rien que de leur dire ça,
Ça les a rassurés. Ça les a rassurés. Et, et je leur dis, mais il me dit, ouais, mais comment tu vas faire pour arrêter tel mec, tel mec, tel mec, tel mec. Au départ, je dis, mais vous avez 13 ans, à quel moment je vais vous parler de technique? Et là, je me dis, pourquoi tu ne leur réponds pas? Et là, je leur dis, en fin de compte, je me rappelle, et c'est là où je parle d'expérience, notamment avec Karim, un truc qu'on a adoré faire, c'est comment valoriser l'individu dans le groupe. Par exemple, un des trucs que Karim adore faire, c'est prendre un joueur moins abouti techniquement, offensivement, et le missionner en défense sur le plus gros joueur adverse. Et là, je me dis, je vais faire ça. On gagne le match. Le meilleur joueur adverse qui mettait 20, ce jour-là, il en met 6. Ah, il pousse mon joueur. Et ça valorise. Et ça valorise, Le valorise joueur, par la défense, ça valorise le fait que débutant, je suis sûr qu'aujourd'hui il ne fait plus de basket, il a dû faire du basket 1 an, mais en tout cas, on gagne grâce à ce mec-là, on gagne. Et je le dis en fait dans mon discours, on ne va pas gagner grâce à Thiam, pour citer lui, ou Idriss, je veux dire, on va gagner grâce à un certain Raphaël. Et franchement, au final, on est tous contents et je pars sur ce titre-là. Et je me dis, et à la fin, je me retrouve dans ma voiture et je me dis, au final, tu avais passé 2 heures où tu étais au bord du précipice et tout. Au final, regarde, si tu dois reconnaître tes 2 heures où tu es tout seul pour au final vivre avoir ça, ce moment-là. je peux vivre longtemps pour ça. Ouais, je pense que le sport, en vrai, on le vit tous pour ça. Les Voilà. déceptions et les, Ça fait et les partie, réussites, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça rend la victoire meilleure, je pense. Exactement. Parfois. Et ça te permet de te remettre en cause. Exactement. Parce que sinon, on se remettait jamais en question. Voilà. À la fin de l'année, pareil, donc là, j'arrête la Créteil, je me retrouve à Cosma. Je préfère même pas en parler, c'était nul. Ça sert à rien, j'ai perdu 1 année. Rien n'a été fait pour Cosma, qui est le club d'Arcueil. Voilà. Donc, ça sert à rien d'en parler. Et la deuxième année, je me retrouve à la VGA, où à la VGA, pareil, tout se passe bien. Il y a un petit couac où l'AS Créteil me demande si je veux reprendre leur équipe U20. Donc ça voudrait que je me retrouverais avec 2 équipes U20 dans le même département. Au final, je leur dis, est-ce que je demande à la VGA, est-ce que ça les dérange? Parce que c'était l'équipe qui était championne. Je me dis, ouais, pourquoi pas et tout. Au final, ça ne se fait pas, donc on passe à autre chose. Et là, la VGA qui me sort sa grille de tarifs me dit, Les grilles. me dit, voilà, c'est temps. Je dis, comment ça, c'est temps? Je dis, attends. Début de l'année, quand on a parlé, tu m'as dit, les CQP, c'était, je me rappelle plus des sommes, pour ça que je ne les donne pas. Et là, tu me donnes moins que ce que j'avais l'année dernière, je ne suis plus diplômé. Je dis, je ne comprends pas. Il me dit, non, mais en fin de compte, tu avais une 3e séance ou je ne sais pas quoi. Je dis, ah ok, donc je dis, alors en fait, ce qui se passe, c'est que tu dis quelque chose, on est au mois de juillet, on ne peut pas bouger. Par un simple mail, tu me dis, je vais te payer tant. Je dis, mon gars, c'est pas comme ça. Je dis, par contre, c'est pas de souci. Moi, je me suis engagé avec les joueurs, je vais rester. Dès le mois de juillet, je leur ai dit, à la fin de l'année, je vais partir. Mais comme d'après eux, quand tu dis des choses, c'est l'énervement, c'est ceci, c'est cela. Pourtant, ils ont l'épisode quand j'étais joueur. Ou quand je dis quelque chose, je fais ce que je dis. À la fin de l'année, mois de juillet, mois de janvier, je reprends la même chose. Et tu verras que janvier, c'est un truc qui est super important pour moi. En mois de janvier, je reprends le mail que j'ai écrit en juillet. Je dis, hey, rappelez-vous, à la fin de l'année, je ne suis plus là. Et ces deux-là, ils commencent à me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, mais ça, là, ce que vous avez fait, ce n'est pas mes valeurs. C'est-à-dire que quand moi, je me engage sur quelque chose, c'est-à-dire que pour moi, les deals de contrat, ils sont déjà établis. Si tu changes le contrat en cours de route, comme je me suis engagé au premier joueur, je ne vais pas bouger. Et ça, ils le savent, par contre. Mais par contre, oui, ils le savent. Par contre, dès que le mercato, il est là, très très tôt, je vais dire que je pars. Et en fin de compte, je fais ça parce que comme ça, je me dis, tu as le temps de te retourner. Je ne fais pas partie des coachs qui vont t'informer au mois de juin oui, qui ne laissent pas que le je choix, pars. qui ne laissent pas la place de chercher quelque Même chose. Même si après, sur l'expérience d'après, on verra que c'est peut-être un frein d'être trop transparent. Et je leur ai dit, ouais, c'est bon, je pars. Et ces deux-là, après, je me retrouve à Charenton. Donc, je retourne à Charenton, où là, je commence à prendre des U17 régions, où je retrouve les U13 que j'avais eu sur l'époque 2002. Donc, tu te dis génial.
Ben, en fin de compte, c'est une horreur. Parce que les petits de 13 ans, c'est pas les mêmes que les petits que les petits à 15-16 ans. Parce qu'au final, les leviers dont je parlais tout à l'heure, si tu as raté les tops, eh ben en fait, compte, toi, tu restes à Charenton, pendant qu'un tel est parti un tel est pris au pôle, un tel est rentré à l'INSEP, un tel est rentré en centre de formation, et toi, tu es encore à Charenton. C'est-à-dire qu'une sorte d'échec. Voilà. Et en plus, tu n'es même pas en U18, à Charenton, tu te retrouves avec Patrice. Et Patrice te dit, mais là, on va bosser. Là, tu dis, mais attends, je vais bosser quoi? Dire, je bosse, et je cumule les échecs. Et là, en fait, donc déjà, je découvre que les joueurs, ils ont un peu grandi et tout. Et je me rappelle, je me prends la tête avec une maman. La maman, à l'époque, on était en U13, on a dû faire 6 ou 7 tournois. Sur les 6 ou 7 tournois, on a dû échanger, on a dû passer une vingtaine de jours à échanger en partie. Donc, c'est-à-dire, tu sais qui je suis, tu sais ce que je fais, tu sais quelles sont mes valeurs, tu as vu, au-delà, en dehors et dans le basket, avec et sans mon fils. Je reviens là, et au final, j'apprends que tu as essayé de faire un mail en disant, mais je comprends pas, Patrice, il est trop dur avec les enfants ne prennent pas de plaisir, il n'a pas évolué. Je dis, mais attends, c'est-à-dire à l'époque. Comment on peut juger quelqu'un? Enfin, moi déjà, au-delà du mail qui est, on va dire, compliqué parce qu'elle prend parti pour tout le monde, mais comment on peut juger un coach si on n'est pas coach ou on n'a pas les compétences requises? Bienvenue dans notre monde. Voilà, je résume ça. Bienvenue dans notre monde. Aujourd'hui, on critique tous les coachs. C'est facile de critiquer aujourd'hui. Oui, c'est simple. Moi, j'aimerais dire que c'est toujours plus facile de coacher dans son canapé. Viens dans le banc avec moi, tu verras vraiment ce que c'est. Et elle, en fin de compte, moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'à aucun moment, elle est venue me voir pour me dire ça ne va pas avec mon fils. Et en fin de compte, elle, ce qu'elle fait, c'est m'envoie un vulgaire texto. Tu m'envoies un vulgaire texto en me disant oui, mon fils ne prend pas de plaisir, tout. Et moi, avec mon flegme habituel, s'il ne prend pas de plaisir, il arrête le basket. Voilà. Et là, il se dit, mais comment ça, il arrête le basket, il se prend pour qui? Non, mais au final, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand, en tant que coach, tu sens que l'envie dont on parlait tout à l'heure, tu n'as plus envie pour des raisons qui sont extérieures au basket et au coach et à sa façon de coacher, et ben en fin de compte, tu vas trouver un bouc émissaire. Et ça, c'est lié en fait à la… Beaucoup de gens n'assument pas, c'est comme le monde du travail, il y a beaucoup de gens qui préfèrent dire c'est le chef qui est mauvais. Exactement. Et en fin de compte, en soi, le gamin, il n'avait plus envie de jouer au basket. Il n'avait plus envie parce qu'il avait cumulé un certain nombre d'échecs. Et moi, je suis venu révéler ça, en lui disant, moi, je vais bosser. Moi, j'ai envie de bosser. Moi, j'ai envie de faire ça. Ta simple affirmation l'a fait réaliser en fait, qu'il ne voulait plus rebosser en fait, parce qu'il avait déjà assez bossé pour lui. Pour lui, il avait… Et qu'il avait déjà subi trop d'échecs et qu'il n'avait pas envie de revivre ça. Que lui, ça. il était dans une partie où là, c'est bon, le basket, ça me saoule un peu, j'ai envie de prendre du plaisir. Je lui dis, mais pas de souci, tu veux prendre du plaisir, tu n'es pas au bon endroit. Dire, on est suffisamment d'acteurs où tu as une partie plaisir, où là, tu es dans un truc compète. Donc, si tu décides d'être ici, compète. Et après, toujours, je dis, mais écoute, moi, aucun d'entre vous, je leur ai dit, j'ai été recruté, aucun d'entre vous ici. Vous êtes tous là de votre volonté individuelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, je l'ai pris mon téléphone, je dis, vas-y, toi, reste là, toi, reste là. Personne. Donc, si vous n'êtes pas content, barrez-vous. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai insulté les gens. Non. Je veux dire, moi, je sais très bien l'exigence, ce que je vais y mettre. Si tu n'es pas prêt à y répondre, viens, on arrête tout de suite. Comme ça, les mots de tête futurs, je préfère les avoir sur comment développer, comment résoudre tous les problèmes technico-tactiques qu'on va me proposer, plutôt que d'avoir j'ai pas de temps de jeu, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. On s'en fout. Si on a un objectif commun qui est déjà validé dès le départ, tranquille. C'est beaucoup plus simple d'aborder les choses. On sait pourquoi. Donc, dès le départ, si ça ne va pas, vaut mieux que tu te casses. Bah oui, parce qu'au moins on sait pourquoi on est là en fait. Moi, ça m'est arrivé, justement pour rebondir là-dessus, ça m'est arrivé cette saison, parce que j'ai pris des U15 à nos gens là. Et au mois de juin, il y avait un gamin par exemple qui faisait des… du coup, ouais, je disais… moi, par exemple, ça m'est arrivé fin de saison. Généralement, quand je prends une équipe, je la prends en fin de saison. Je pense que tout le monde le fait, mais je la prends toujours au moins dire 1 mois, 2 mois minimum. Et je fais les entraînements, je vois un peu les personnalités. Comme ça, au moins, je sais qui je peux recruter par rapport… Je ne recrute pas avant d'arriver dans une équipe. J'essaie de voir déjà l'équipe avant de faire quoi que ce soit. Et effectivement, il y avait un gamin qui m'avait vendu un battant, tout ce que tu veux et tout.
il sentait un peu mal à l'aise parce que du coup, il avait des facilités avec les coachs précédents, sauf qu'avec moi, personne n'est personne en fait. Du coup, le gamin, une fois il passe dans le dos, il perd la balle. Il maîtrise pas techniquement, il repasse dans le dos, il perd la balle. Je lui ai dit, je vais pas t'en faire une passe dans le dos parce qu'on est en entraînement. Par contre, là, je veux que tu sois efficace. Et donc, si tu es efficace, là, sur cette situation-là, la passe dans le dos, c'est pas le mieux. Et je lui ai dit ça. L'action d'après, il monte, il va dans la zone cercueil, prise à deux, passe dans le dos, perte de balle. Alors que j'avais dit l'action d'avant. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit 3 fois la même chose. La prochaine fois, ça va être dehors. Enfin, ça va être dehors en mode, t'es plus là, quoi. Et le gamin, il me répond. Parce que, tu vois, parfois, il y a des gens, il y a des clubs, ils sont pas, l'éducation, c'est très important. Ils pensent que les coachs, parce que le respect des coachs, c'est très important parce qu'il y a des gamins qui respectent les coachs. C'est pas question de personnalité du coach, mais c'est juste parfois, il y a des gamins qui sont mal élevés. C'est au-delà de ça. Donc, du coup, je lui ai dit, tu manques pas de respect, donc tu sors de l'entraînement. Pour lui, il prenait pour un fou. Il prenait ça, genre, les genres de personnes, j'ai payé. Tu vois, si tu connais ces genres de personnes. Je fais, bah, t'as payé. S'il faut que moi je te rembourse, je te le rembourserai. Je m'en fous. Je te coach pas. Il a cru que je blaguais. Et ses parents ont appelé le club m'a appelé. J'ai dit au club, non. Soit vous prenez le gamin et moi je ne coach pas, vous prenez un autre coach, vous vous débrouillez, soit le gamin il joue. C'est pas mon problème. Et puis voilà. Donc du coup, moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc je te laisse continuer. J'espère qu'on pourra retrouver le truc. On en était où? C'est On la en question. était Charenton, U17, Ouais, c'est U17. ça. Et première partie de saison, les premiers matchs, on se fait tordre. Où là, je me fais out-coacher pratiquement tous les week-ends. Parce qu'effectivement, moi j'étais plutôt départ. Et quand tu proposais quelque chose, c'était souvent quelque chose qui fonctionnait ou pas. Et ça s'arrêtait là. Et j'étais vraiment pas au niveau. Ok. J'étais pas au Donc tu veux niveau. dire que le niveau départ, c'est un coaching, on va dire, unidimensionnel, dans le sens où, par moment, tu vas proposer une défense ou une sorte d'attaque, ou la même touche qui va fonctionner tout le match, Exactement. alors que quand tu arrives au niveau supérieur, bah, tu dois avoir une vision un peu plus large et Exactement. Une anticiper les palette coups. un peu plus Ok. importante. Et pendant allez, on va dire les 6 premiers mois de l'année, on descend. Dire moi je viens, on tombe en promo. Et sur les 2 derniers matchs, je parle avec un petit et lors d'une discussion, il me dit ouais mais tu fais confiance à des joueurs qui ne s'entraînent pas avec nous et ils savent pas ce que tu attends. Mais il l'a pas dit en mode critique. Et je rentre chez moi, je dis mais en fait compte il a raison. C'est pas tort, hein, tu vois. Je dis au final je fais descendre des U18 parce qu'en fin de compte c'est de la particularité. J'ai des 5 majeurs il fallait gagner, bah, ils étaient sur le terrain. Je regarde les matchs. Au final, ils étaient sur le terrain. On perd tout le temps. Et à chaque fois que je reviens avec mes gars, on revient dans le game. Et à chaque fois, je remettais ces mecs-là, je perdais. Je regarde, je dis, mais en fin de compte, il a raison. Deuxième partie de saison, je change tout. Je dis, hey, les gars U18, vous allez vous asseoir sur le bench, vous allez regarder ce que vous devez faire, les mecs. Et j'ai commencé, et c'est-à-dire que les 18 qui doublaient avec moi, ils commençaient sur le banc. Et les autres, ils commençaient sur le terrain. D'un point de vue confiance, pour tes joueurs que tu vois tous les jours d'entraînement, Exactement. ça leur fait du bien aussi. Et résultat, on finit champion promotionnel. Et franchement, ne serait-ce que cette discussion-là, je me suis dit, waouh, ok. Et depuis ce jour-là, pour ça que je me suis dit, quand un joueur vient me parler, critiquer ce que vous voulez, ou même qu'il me propose quelque chose, je lui dis toujours, vas-y, prends la plaquette, montre-moi ce que tu veux. Et si tu n'y arrives pas, vas-y, fais-le. Si ça fonctionne, continue. Et j'ai toujours eu en fait ce rapport-là avec les joueurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux me parler, ben, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je fonctionne toujours comme ça. J'ai un cadre où, dans un premier temps, tu as l'impression que je suis un despote. Il n'y a rien à faire. Tu me parles, je t'écoute pas. Je t'écoute pas. Tu fais ce que je te demande. Et une fois que tu es dans le cadre, que tu as compris comment je fonctionne par rapport à ce cadre, normalement, on tombe sur la première phase qui est celle des vacances, où là, tu trouves, on va dire, un nouveau Patrice. C'est-à-dire, on est sur un stage où on va s'entraîner, on va dire, entre 20 et 30 heures pendant les vacances, où là, effectivement, on est sur le développement individuel pur et dur, où là, je suis dans la découverte de mes joueurs.
où je vais parler, savoir leur sensibilité. Moi, j'utilise comme color parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Ah, mais J'arrive à... alors, comme color, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Parce que moi, j'avoue que dans les formations de coach que j'ai fait, c'est peut-être prétentieux de dire ça, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose par rapport à ce que j'avais préparé avant, d'un point de vue, on va dire, assistana, tout ce que tu veux et tout. Ouais. Mais c'est la seule chose où vraiment, c'est un outil qui m'a permis de step up dans mon approche, dans le management de mon équipe. Je veux bien que tu développes là-dessus. Alors, comme color, c'est un outil pour mieux communiquer. Pour mieux communiquer, en fait, par rapport à l'individu. Dire, par exemple, moi, la première chose que j'ai fait comme color, c'est apprendre à me définir moi. Déjà, C'est la première chose que j'ai fait. Par exemple, moi, pour ceux qui connaissent ça, moi, je suis rouge. c'est sûr. Voilà. Moi, je suis rouge. Si c'est, je suis Avec un peu de violet quand même. avec un peu de violet, mais je suis rouge, rouge vif. C'est-à-dire, moi, à bout d'un Ouais, moment à ouais. un autre, Voilà, faut que faut ça y envoie aller, du quoi. bois. Ouais. Voilà. Et si ça envoie pas du bois, effectivement, voilà, ça va me mettre en zone de stress. Et en fin de compte, ça m'a ouvert les yeux sur, on va dire, l'interaction du groupe envers l'individu et de l'individu envers du groupe. Et c'est ça, en fait, c'est une des choses les plus importantes que j'ai appris dans les formations, c'est de l'importance de l'extra basket. Mm. C'est comment communiquer avec les parents, comment communiquer avec les joueurs, comment communiquer avec les dirigeants, comment communiquer avec l'ensemble des parties prenantes. Et même d'un point de vue purement professionnel, business, avec mes clients, la première chose que je fais, c'est ce type d'évaluation-là, qui va définir de la façon dont je dois m'exprimer. Et je dis bien je dois, parce qu'effectivement, ça, c'est dans le monde merveilleux où tu n'es pas en zone de stress. Exactement. Et moi, étant rouge, étant quelqu'un qui a une voix qui est assez portante, Mhm. qui gesticule beaucoup, j'ai toujours eu d'énormes problèmes avec les arbitres, par exemple. Parce que je parle fort, parce que je parle vite, et parce que Gestuelle. parce que je m'exprime, je suis passionné. C'est-à-dire, je bosse pour ça. Tu mets C'est pas de filtre en fait. truc, voilà, Naturellement, tu ne mets pas c'est de filtre. ça. Mais c'est pas, en fait, c'est que de l'interprétation. Après, je peux comprendre que quand tu as quelqu'un de mon gabarit qui gesticule, qui parle fort, que tu puisses dire, Bah, oh là c'est beaucoup plus impressionnant là, que quelqu'un qui fait ouais, tu vois, 1m70, je quoi. peux comprendre. Mais en fin de compte, quand on me voit dans la vie de tous les jours, on comprend que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et qu'il n'y en a aucun qui peut dire que j'ai manqué de respect, j'ai eu des gros mots, voilà, aucun, rien du tout. Que basket et que des explications. Et effectivement, en termes de communication, quand tu travailles beaucoup, quand tu connais bien ton sujet, quand tu tombes sur des personnes qui ne sont pas aussi investis ou n'ont pas la même connaissance que toi, c'est difficile d'avoir certaines réponses. Mm. Et effectivement, ça peut te faire câbler. Et moi, en fin de compte, j'utilise beaucoup ça, en fait, Et dans le du coup, cadre dans de... l'évaluation, justement, ça j'étais curieux là-dessus. Dans l'évaluation, est-ce que tu es dans le truc où je regarde la définition de la couleur, je regarde la personne, je dis, lui, ça doit être ça, c'est sûr. Ou tu essaies quand même d'y arriver par des petites questions ou une sorte d'évaluation que tu fais. Non, la première chose que je fais, c'est je leur demande de définir des objectifs, Mm. où là, je leur laisse la parole. Et là, effectivement, ça c'est le premier step de l'évaluation, tu as des personnes qui vont être... moi, je me rappelle d'un joueur, il a été incapable de me parler. Je sais pas si tu te rends compte. Dire, J'ai déjà vécu ça, c'est dire compliqué. il sait qu'il vient, il tremble, quoi. Il tremble. Et franchement, il tremble. Et on est resté 10 minutes et tout. Et au final, je lui dis, bon, bah, écoute, t'as rien à dire. Pas de souci. Et au final, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Ok. Lui, c'est comme ça. Et il s'avère que, par exemple, lui, tu vois, il était hors de question que je sois dans l'énergie, crier hyper fort, sauf quand on est en zone de stress. Mais dans ma tête, c'est quand je dois lui parler, je sais comment lui parler. Tu Et lui expliques lui, les choses peut-être. exactement. Et lui, par exemple, après, sur les retours que l'on fait, parce que moi, en fait, les périodes, à chaque vacances, il y a un bilan qui est fait individuellement. Au-delà d'un bilan de groupe, il y a un bilan individuel. Et dans le bilan individuel, je me suis dit comment communiquer avec ce mec-là pour que ce soit efficace pour lui et pour moi. Ben, je lui ai dit, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est que sur défense, sur porteur, t'es un peu, il faut que tu tiennes sur 2 dribbles. Tu fais ce que tu veux, tu tiens sur 2 dribbles. Organise-toi comme tu veux. Je te donne rien, t'as ça. T'as ça à faire.
Si tu tiens sur des dribbles, tu vas jouer. Tu es le joueur le plus adroit. Ici, il n'y a pas de problème. Et lui, par exemple, pour lui donner des choses à faire, quand je le sortais, il fallait que je le tienne par le bras et que je lui parle dans l'oreille. C'est-à-dire que nos regards ne devaient jamais être face à face, ne devaient jamais se croiser. Et c'est ça, en fait. C'est ce genre de choses, en fait, que m'a aidé comme color. C'est-à-dire que je mettais en place après, limite, il y a une communication de groupe. Et après, dans les échanges individuels, puisque moi, je suis l'individu avant le groupe, et ben, en fait, dans les échanges individuels, c'est de se dire, voilà, comment utiliser le bon outil pour que la communication et que les messages transmis soient bien reçus. Et lui, ça a été ça. Et comme caller, en fait, moi, je le fais comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un joueur qui pose des questions, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Oui, clairement. C'est que peut-être que la réponse que je dois lui donner, c'est du pourquoi. J'ai un joueur qui, par exemple, lui, l'année dernière, c'est un pur violet. Il a passé sa saison à me poser des questions. Si tu peux définir le violet rapidement pour les gens qui ne connaissent pas. Le violet, en fait, il a besoin de comprendre la mise en place d'une situation, de vraiment l'intégrer, violet Tony Parker, et afin de pouvoir être performant. C'est-à-dire que si tu lui expliques que tu mets, donc en l'occurrence lui, il ne comprenait pas pourquoi on ne faisait pas de 5-5. Donc moi je lui ai montré comment, en faisant du jeu réduit, on arrive à devenir performant dans le 5-5. Parce que moi j'estime qu'en fait dans le 5-5, on a une succession de jeux réduits et une succession de surnombres à gérer. Et une fois que je lui ai montré que les fameux plots que l'on met au hasard, que ça répondait à un certain positionnement et par rapport à un certain mouvement que je lui ai demandé, et que je lui ai montré sur un tableau comment j'imaginais en fait les joueurs que je ne mettais pas se déplacer et qui verraient que ça n'aurait aucune incidence sur tel ou tel type de passe. Là, il me dit, en fait, je comprends mieux. Parce que tu estimes qu'il y aura un joueur là, c'est pour ça que tu ne veux pas qu'on fasse cette passe-là. Oui, c'est devenu mon meilleur soldat. Ok, je vois tout à fait. Moi, j'avoue, je suis entre bleu et violet. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec beaucoup de coachs parce qu'on se comprend pas. Voilà. Donc après, c'est un modèle il y en a des milliers des modèles. Oui, mais ça aide. Moi, je trouve que ça fait déjà un cadre. Au moins, même si tu te trompes un tout petit peu, tu n'es pas loin de la vérité. Non. Mais pour ça, la vérité, c'est s'intéresser à la personne. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, typiquement, on parle de personnalité et tout ça. Moi, je me rappelle, peut-être avant le Covid, je pense, c'est la saison avant le Covid, enfin, où le Covid nous arrête la saison, on avait fait un TQR avec mes joueuses. C'est-à-dire que pendant le TQR, il y avait une joueuse de Saint-Maur que je voulais prendre, mais qui a pas signé, je ne savais pas pour quelle raison. Deux de ses copines ont signé, pas elle. Pourtant, au départ, c'est elle que je voulais vraiment, parce que son profil m'intéressait, son côté battante et tout ça. Elle a fait un entraînement, elle n'a pas signé. Moi, j'ai pris personnellement parce que je me suis dit, c'est peut-être que moi, j'ai pas assez donné envie à la joueuse et tout ça. Et après le TQR, elle a signé parce que ses copines l'ont convaincue. Donc, quand elle a signé, c'est justement, on parlait de l'extra basket, c'est super important. Pendant un repas et tout, en discutant avec la joueuse, j'ai pris un moment pour discuter avec elle, tu vois, on était un peu en écart et tout. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait? Tu t'as signé que maintenant? Tu as signé parce qu'on est monté en région ou pas? Elle m'a dit, non, pas du tout. C'est juste à l'entraînement, j'avais peur de toi. Tu vois, parce que le côté où voilà, elle passe d'un niveau, on va dire, entre guillemets, départ où elle est là, son coach peut-être c'était pas tout quoi que ce soit. Et le truc, c'est que vu que j'étais dans l'exigence, dans le truc, dans le côté, sans pour autant être virulent, hein, mais du coup, la gamine, elle s'est bloquée là-dessus parce qu'elle s'est dit, oh, ça fait peur. Parce qu'elle n'a jamais connu ça, en fait. Et vu qu'elle ne connaissait pas la personne, ben, elle avait besoin de connaître la personne avant d'abord de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Mais ça, ce que tu dis, c'est le quotidien de ce que l'on a. Il y a tellement de personnes qui parlent qu'au final, le message transmis, il est souvent, c'est pas le bon. Dire, si on fait il y a tout un tas de jeux à faire. Si on fait des messages et qu'on le fait passer par un certain nombre de récepteurs, on sait qu'entre le premier message transmis, ouais, le fameux téléphone arabe, voilà, on sait qu'il n'est pas le même. Et ça dans beaucoup de choses, c'est la même chose. Mais en tout cas, ce modèle-là, moi, il m'a permis de. Il y a eu un avant et après ce modèle-là. Ok, là, du coup, on est toujours à Charenton. Et là, donc, du coup, on est toujours à Charenton. À la fin de l'année, en fin de compte, je construis mon équipe. Où là, effectivement,
C'est moi qui vais chercher les joueurs. C'est moi qui construis mon équipe et je pense que c'est une des meilleures années que je passe. Euh, je choisis mon assistant parce que le premier assistant, franchement, ça n'allait pas, on ne s'entendait pas. J'ai l'impression que j'avais un joueur. Il a fait des dingueries à faire des 1 contre 1 contre nos joueurs. Il a trouvé le moyen de perdre sans tricher. Jamais perdre un contre un joueur. Jamais faire. Si tu ne sens pas que tu as le niveau, ne le fais pas. Et au final, j'ai dit, bon, tu te retrouves à attendre un mec qui a 30 ans et qui s'est trompé de direction de RER. C'est pas possible. Donc, je trouve un assistant que j'arrive à convaincre, qui est encore à Charenton d'ailleurs, Kevin Courjol. Et après, et là, je monte mon équipe. Et là, on est encore par rapport à Karim. Il y a un mec qui s'appelle Bruno, qui aujourd'hui est sur qui intervenait et qui intervient encore à Alfortville avec Wilfried, et qui vient bosser avec nous. Et là, effectivement, je lui dis, bon, tu sais, moi, je suis pas préparateur physique. Moi, j'ai pas pour vocation à tout maîtriser. Il me regarde comme ça, il me dit, je comprends pas ce que tu dis. Je dis, moi, j'ai l'humilité de dire, c'est pas parce que je vais passer X diplômes que je vais être expert dans X choses. Moi, j'aime la partie technique, j'aime la partie. Si tu sais faire ça, développer ça, fais-le. Et je lui dis, par contre, il y a un truc que je vais te demander, c'est que le boss, ça va être toi. C'est-à-dire que la partie athlétique, physique, c'est-à-dire, moi, je veux pas de traumatisme. Je veux pas je veux dire, moi, je suis sûr que je suis un criminel. Je suis sûr que si tu me vois faire, te dire, mais là, c'est trop. Là, et que j'ai peut-être mis l'intégrité physique de mes joueurs en danger. Et moi, je te demande que quand tu sens que les mecs sont fatigués et que moi, je suis là, ça ne fonctionne pas, machin, et que je suis dans mon truc, tu as l'autorisation de me dire, hey, Patrice, stop, c'est moi qui le reprends. Je me mettrai sur le côté, je te laisserai faire. Et il m'a dit, voilà, toi, qu'est-ce que tu veux? Et là, je lui montre ma planif. Je lui dis, moi, les shoots en première partie de saison, je m'en fous. Je veux que les mecs, ils envoient du bois. Et je veux que les mecs, ils aient école de course, répétition des efforts, violents sur une très très courte période. Que ça, et je veux qu'ils aient tous la tête au cercle. Ah, ça c'est super important parce que récemment, on parlait avec Julien Colombo, qui est préparateur physique des équipes de France Jeune à l'INSEP. Et justement, on parlait, parce que là, tu as évoqué, moi j'avoue que c'est quelque chose que je ne suis pas non plus expert, je suis comme toi, je sais le reconnaître. Mais quand tu coaches des jeunes, moi j'ai eu beaucoup les catégories U13, et c'est quelque chose où on doit être alerte à ça. Parce que nous sommes dans un sport où quand même le pied est super important. Changement de direction, s'arrêter, machin, sauter, tout ce que tu veux et tout. Et l'école de course, c'est pas tous les coachs qui sont alertes là-dessus, par exemple. Voilà, et après, ça, de reconnaître que tu l'as ou pas, ces choses-là et tout, parce qu'on en parlait que en fait le pied finalement c'est la base de tout en fait. Même si on a un sport où on joue beaucoup avec les mains, c'est la base de tout. Et le métier, enfin pour le coup c'est un métier d'être préparateur physique. C'est pas genre on va sur YouTube, on apprend 2-3 choses, on fait n'importe quoi et justement toi tu as eu moi je trouve que c'est super important ce que tu dis parce que vraiment pour moi c'est pour ça qu'on a discuté avec lui parce que c'est 2 métiers différents mais vous devez travailler de main dans la main. C'est-à-dire que toi, tu as défini tes objectifs, tu as défini ton calendrier et tu as partagé avec lui, tu as défini tes objectifs. Et c'est bien, justement, moi je trouve que les relations que tu as essayé de créer avec lui, je trouve ça super intéressant et si tu peux la développer encore plus, vraiment c'est super important. En fait, c'est venu parce qu'au final, je me suis rendu compte après que je le faisais de façon informelle. Par exemple, on avait une routine qu'on a mis en place avec des U13 qui était la corde à sauter. Et en fin de compte, la corde à sauter, c'était une façon de pouvoir répéter tout ce qui était d'un point de vue du pied et de pouvoir monter en température, Puis après, on avait un espèce de truc qui est complètement ennuyant, qui était de faire un certain nombre de tours à petite vitesse que sur la main faible. Et en fin de compte, quand tu vas un petit peu plus loin, tu te rends compte que là, tu bosses une certaine partie en fait de la course, et après tu bosses une certaine partie de répétition du pied et de coordination. Et une fois qu'on a mis ça en place, après effectivement, je parle avec Karim, il me dit regarde là, on m'a amené son fils et il y a son père, il est coach d'athlétisme BE2. Et après, c'est de là, en fait,
que la discussion se passe et tout. Et après, lui, il commence à nous challenger sur 2 ou 3 trucs. Et là, je me dis, mais slow down, je connais pas. Je sais pas, je connais pas. Moi, je vais te dire, fais direction, tout ça. Et après, effectivement, quand tu vas un petit peu plus loin, il y a des histoires d'ouverture de hanches, il y a des histoires de tout ce qui est, de tout ce qui est FMS. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails et tout. Et là, tu te dis, waouh. Tu te dis, mais ça, là, c'est encore autre chose. Toi, tu es sur in and out cross, one step, 2 steps, arrêt un temps. Tu commences à râler là-dedans. C'est pas. Là, ça n'a rien à voir. Après, moi, je recontextualise toujours. 2 séances semaine. On fait quoi? 2 séances semaine, c'est pas. Donc, j'aime bien. Et puis, ça, c'est un petit tacle pour tout ce qui est formation. Formation, on te dit, il faut faire ça. On te donne un florilège de ta. Bah, et là, tu d'ailleurs, t'arrêtes. dans les pédagogies, on nous dit toujours de faire une grosse séance. On parle Voilà. vraiment de l'aspect. Et là, tu t'arrêtes. préparation. Et là, tu t'arrêtes. Tu te dis, mais gars, moi, j'ai 2 fois 1h15 sur un demi-terrain. Ce que tu racontes là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et en fin de compte, c'est le seul vrai décalage que j'ai avec tout ce qui est formation. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un monde idéal. Et quand tu arrives sur le terrain, tu es, tout seul dans ta salle. Et comme tu peux connaître ce que je disais tout à l'heure, tu arrives, tu n'as pas de ballon. Donc, tu fais quoi? Donc, et quoi qu'il en soit, il faut faire, mais on n'est réellement pas formé par rapport à ça. Mais par contre, il a dit quelque chose d'intéressant hier. Enfin, il a dit quelque chose d'intéressant, Julien. Et moi, j'avoue, je n'avais pas réalisé dans ce sens-là. Par exemple, il a dit, généralement, tu vois, tu parles de ta routine, on accorde toujours entre 10 à 15 minutes d'échauffement. Si tu regardes dans l'année, dans ta planification, en fait, tu passes beaucoup de temps à faire tu t'accordes beaucoup de temps à faire de la préparation. C'est-à-dire que dans ton échauffement, il faudrait que tu arrives à le mettre, enfin, après, moi, j'avoue, j'ai jamais vraiment fait, parce que j'ai toujours d'intégrer entre deux sessions pédagogiques, mais il a dit que, justement, on s'en rend pas compte qu'en fait, finalement, on donne beaucoup de temps à tout ce qui n'est pas basket. Exactement. Et que c'est justement là qu'on doit progresser, qu'on doit mettre des situations adéquates et qui vont dans le sens du jeu. Parce que, tu vois, moi, il m'a dit un truc, et je me suis senti un peu bête, parce qu'il m'a dit le gainage. On fait du gainage parfois au basket. Oui. Sauf qu'au basket, on n'est jamais comme ça. Tu vois, c'est un truc con, mais c'est vrai qu'on n'est jamais comme ça. Et que quand on fait du gainage, ça va être plutôt en l'air ou quand tu fais du dribble. En fait, moi, j'ai appris quelque chose. En fait, on fait du gainage sans s'en rendre compte. Parce que pour nous, le gainage, l'image, c'est comme ça. Sauf que quand tu fais du dribble avec les résistances et que tu dis à tes joueurs de pousser les autres, de résister et tout, c'est du gainage aussi, mais qui est plus adapté au basket que le gainage classique, par exemple. Après, moi, je suis un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que souvent, on te reparle de contexte. Et là, je vais revenir plutôt sur un truc que moi je maîtrise, c'est sur le basket. Moi, le contexte, j'en ai rien à faire. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, dans ce que je vois, c'est-à-dire avant de penser à une situation basket, moi, je veux en faire en sorte que ce que l'on fait soit maîtrisé. Et je vais recontextualiser après. Et en fin de compte, pourquoi je fais ça dans cet ordre-là? Parce que aujourd'hui, je sais que la valorisation de l'enfant est très importante. La valorisation de l'athlète est très importante. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose qui réussit, il faut le valoriser. Et moi, je pars de ce principe-là en disant, si il le fait et que ça ne réussit pas, il faut que je continue à le valoriser. Donc, si il maîtrise le geste technique, je vais pouvoir lui dire, tu maîtrises le geste technique. Et une fois que tu vas le maîtriser, après, on va le recontextualiser. Et en fin de compte, moi, je fais ça. Et j'ai d'énormes débats sur le fait de le jeu de passe. Moi, jeu de passe, pour moi, ça ne veut rien dire. Chercher une situation de tir à 1 contre 0, pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, j'estime que si tu n'as pas un joueur capable de gagner un duel, ton jeu de passe, non. Pour avoir un contre 0, il faut créer un décalage. Exactement. Pour créer un décalage, il faut battre son vis-à-vis. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et quand tu commences à mettre des écrans, des lectures, là, c'est encore pire. Donc, vous êtes en train de me parler de jeu de passe. Moi, je suis plus fan en ce moment de Euroleague que de NBA. Bah, moi, quand je regarde l'Euroleague, crois-moi que quand c'est chaud, je peux te dire, il y a combien, sur les actions chaudes, il y a combien de passes. J'ai jamais vu une action pour la gagne où on dépasse les 4 passes, 5 passes. Ça n'existe pas. On donne la balle ou on laisse le talent au joueur de s'exprimer. Et après, effectivement, selon la réponse, de regarder s'il a la bonne réponse ou pas. Moi, je suis dans ça. Je vois Après, ce que tu veux dire. ça ne veut pas dire que
on travaille pas tout ce qui est cuit, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi j'estime que si le mec, il est plus dur d'apprendre à un mec à gagner un duel balle en main qu'à le battre sur une passe. Donc si moi, il passe vers un mec comme moi qui apprécie ça, ben, il va être en capacité de pouvoir gagner. Et si après il tombe sur un autre gars, parce que dans le cursus de formation, ce qu'on ne dit pas, c'est il faut pouvoir rencontrer plusieurs entraîneurs avec différentes C'est philosophies super pour important. faire un joueur complet. Donc il va Super tomber important. sur un mec comme moi qui va être plus sur du handle, sur un handle, sur du 1 contre 1, sur de la vitesse, et va tomber sur quelqu'un qui est un peu plus bossé, qui va être en capacité de lui faire répéter tout ce qui est jeu sur écran, lecture, shoot, patati patata. Et en fin de compte, ce que l'on ne dit pas assez, la formation du joueur, c'est pas un mec, C'est un ensemble. c'est pas un club, c'est pas une personne, c'est un ensemble de rencontres que tu as sur ta formation, de personnes bonnes et moins bonnes, qui va faire en sorte que tu puisses exprimer un talent ou pas. Et c'est à toi d'aller piocher ensuite bien sur ce sûr. qui est bien pour toi. Mais bien Et sûr. même en tant que coach, en fait, dans l'absolu. Mais, Parce que quand tu me parles de Karim, là actuellement à Poissy et tout, Gauthier, bah, ouais. justement, tu prends un peu de toutes tes expériences que tu as eues en tant que coach pour définir, du coup, on va en parler juste après, ta philosophie en tant que coach aussi. En fait, c'est un C'est ça. ensemble c'est un En fait, ensemble. c'est tout un ensemble. Et après, effectivement, il y a plein de choses que moi j'essaie de simplifier au maximum, parce que en fait, toujours mettre l'athlète en zone de réussite. Quand tu es en lorsque tu es en réussite, bah, tu fais des choses qui même toi tu pensais pas en faire. Tu fais des choses, tu dis mais je savais pas que j'allais faire ça. Non, c'est que tu es t'es dans une bonne bulle. Et quand tu es dans une bonne bulle, bah là, tu fais des choses Et moi, mon but, c'est de te mettre dans une bonne bulle. Une fois que tu as mis le bonne bulle, le talent, l'expression, c'est toi. Moi, je ne sers à rien. Moi, je suis juste là pour te dire, voilà, ce que tu peux faire, te donner, boîte outil, tu l'utilises, tu ne l'utilises pas. Voilà, moi, je suis là pour ça. Après, effectivement, si tu ne l'utilises pas, ça va pas. Après, c'est charge à moi de regarder qui à mettre ou pas à mettre sur le terrain et de trouver la bonne alchimie. Ça, ok. Mais après, tu l'utilises pas. Moi, c'est que ça. Ok, je vois. Et du coup, là, c'est Charenton, si on parle sur ton parcours. Après, il y a eu. Après, je enfin, déménage. Voilà. Je déménage. Et en fin de compte, je quitte Charenton parce que je lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien passer le DE. Et encore une fois, je tombe sur le DT de l'époque qui dit, mais il faut 3 ans de championnat de France. Et là, je le regarde, je dis, mais tu connais ou pas? Il me dit, ah ouais, je connais. Dire, pour s'inscrire au DE, il faut 3 ans de championnat de France. Patrice, pour qui tu me prends? Et là, je lui dis, non, si tu as le CQP, il n'y a pas 3 ans. C'est 3 ans si tu n'as pas le CQP. Si tu as le CQP, tu peux t'inscrire. D'ailleurs, tu peux passer le CQP là et t'inscrire au DE, t'inscrire pour faire les tests pour savoir si tu peux être entré en DE. Tu sais que le CQP te permet d'avoir la dernière, une des 4 UC. Il me dit, oh, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas. Mais de toutes les façons, t'es pas une priorité. Ah, au J'ai dit, moins, ok, ça se dit. ok, très bien. Après, au même moment, en fait, je déménageais. J'ai dit, bon, ça sert à rien de rester là. Je leur ai dit, hey, salut. Et là, j'ai fait l'erreur dont je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que très tôt, j'ai annoncé à mes joueurs que je ne restais pas. Et je pense qu'on perd le titre sur ça. sur ça. Parce que je pense que Je vois ce que tu veux dire. je pense Moi, j'ai qu'ils fait se l'erreur sont, aussi cette je année. pense qu'ils se sont sentis abandonnés. Et c'est le fameux Bruno qui me dit, je pense que tu as fait une erreur ce truc-là. C'est-à-dire que les mecs, et c'est vrai que quand j'ai annoncé ça, la première question qui m'est revenue, et de la part de peut-être 90% des mecs, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Et en fin de compte, pour moi c'était évident, mais je leur dis, mais de toutes les façons, tu ne seras pas avec moi l'année prochaine. Dans le processus, soit tu passes U18, ce qui a été valable pour pratiquement 70% de mon équipe, ou soit tu passes U20. Voilà. Soit tu es U18, soit tu es U20. Il n'y a personne d'entre eux, personne aujourd'hui, il n'y a personne qui va rester là. Les premières années, ils étaient déjà en U18. Les deuxièmes années, soit ils étaient U18, donc ils jouaient en U20, soit ils avaient passé U18. Donc pour moi, c'était évident, mais j'avais jamais pris T'avais pas mesuré en fait la conséquence du exact, la départ. conséquence.
Et Ok. en fin de compte, De ton annonce plutôt. ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est que j'ai instauré des règles et je suis psychorigide sur les règles que j'instaure. C'est-à-dire que pour être éligible, il faut faire un certain nombre d'entraînements. Mm. Et si tu fais pas cet entraînement-là, bah, tu prends le risque de ne pas être pris. Et sur les matchs les plus importants, il y a 2 joueurs qui font des quarts de finale UNSS au même moment où on joue. Ah, je les prends pas. Et c'est 2 joueurs qui étaient première année, qui jouaient en U18 tous les week-ends, qui ont fait les beaux jours de Charenton sur les 2003. Et bah, c'était plus là. Et effectivement, on perd contre une belle équipe de Cergy avec avec un très bon coach. Et au final, ils auraient été là, ça aurait été mieux. Est-ce que, avec du recul, tu te dis pas, j'aurais pu, on va dire, mettre de l'eau dans mon vin, entre guillemets, par rapport aux règles que j'ai mises en place? Ou Non, tu t'es dit, les non, règles, c'est les règles et on change pas? non. Tu vois, moi j'ai été joueur, je suis passé entraîneur, et, euh, et en fin de compte, je sais que lorsque tu mets des règles en place et que tu ne les respectes pas, Hmm. tu ne peux pas attendre la même chose de tes joueurs. Ok. C'est-à-dire que moi, je me mets dans la position où je fais ce que je demande aux joueurs. C'est-à-dire que quand je veux dire, moi, je suis là à l'heure, je suis là à l'heure tout le temps. Si je ne Ok. suis pas là, je m'excuse. Si j'arrive en retard, je m'excuse. Si, voilà, s'il y a quelque chose qui sort dehors du cadre, je m'excuse. Mais par exemple, je sais que sur une année, je suis pratiquement jamais là pour maladie. Je suis jamais là parce que j'ai autre chose à faire. Il m'arrive il m'arrive d'être allé en moyenne, je suis absent une fois dans la saison. Sur le nombre que ça. Et encore, je le préviens de très longtemps Oui, généralement, tu t'organises en et fonction. que je m'organise en fonction pour que ce soit là. Et en fin de compte, ce fonctionnement-là fait que ben, quand l'équipe tombe, il n'y a aucune surprise. Tu sais, c'est-à-dire que tu as manqué, et je m'en fiche De la de la conséquence? conséquence, Ok. je m'en fiche. Et c'est de là où je veux en venir. Le résultat, c'est quelque chose. C'est important. Voilà. Aujourd'hui, tous ces mecs-là m'appellent encore. Tous ces mecs-là me parlent encore de cette team. Parce que même aujourd'hui, la fameuse team U17 de cette année à la Charenton, les mecs, il y en a un qui est au Canada, il y en a il y en a un qui est au Havre, tu en as un autre qui est à Aix-Maurienne. Aujourd'hui, il m'appelle encore. Tu en as un autre qui est à Levallois, il m'appelle encore. Et il me parle encore de Et cette ça, en époque-là. termes en tant que coach, il n'y a pas mieux comme reconnaissance. Exactement. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que moi, j'ai été Patrice avec mes armes, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mon intransigeance. Mais les mecs, ils se sont dit, OK, lui, en tout cas, quand il m'a parlé, il m'a dit ça ou ça, il n'a pas menti. Il m'a dit, si tu vas arriver à ce niveau-là, voilà ce que tu vas arriver. Par contre, ça va être exigeant. Et tu verras que ce que tu fais cette année, c'est pas suffisant. Parce que quand tu vas arriver là, il va se passer ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien bossé cette année-là. L'année d'après, et ça, c'est encore un autre truc valorisant, c'est que au moment où ça faisait très longtemps que en fait, les U18 de Charenton, ils n'avaient pas fait poule haute, où là, effectivement, quand tu as les coachs qui viennent et qui disent, ouais, mais au final, il y a aussi beaucoup de ce que tu as fait l'année précédente pour permettre aux gamins d'être prêts, d'être ready à jouer. Mm. Et là, effectivement, tu dis, voilà, c'est pour ça que je fais Ouais, ça. c'est pour ça que tu fais ça. Je vois ce que tu Donc veux le dire. titre, là, à court terme, c'est dommage. À long terme, ben moi, j'ai réussi à ce que je voulais. Exactement. Parce que C'était le de titre dans mettre. l'absolu, Exactement. Voilà. dans 3 ans, Ça sur 3 servait à ans. rien d'avoir le titre si c'était pour pas que les petits aillent vers leur plus haut niveau individuel. Mm. Dire qu'il y a des petits qui pensaient pas pouvoir Atteindre ce niveau-là. atteindre ce niveau-là, ils y ont joué. Après, peut-être que derrière, ils ont eu la déception de ne pas passer le cut. Mais ils savent que cette année-là leur a permis, en tout cas sur l'année d'après, de pouvoir jouer éventuellement à leur meilleur niveau. Et pour moi, en termes d'objectifs, c'est ça qui est le plus important. Je ne suis pas là pour sortir des joueurs pros. Je ne suis pas là pour faire en sorte. S'ils y arrivent, très bien. Et tout à l'heure, on en parlait, des joueurs qui aujourd'hui sont pros. J'ai eu la chance d'en côtoyer par rapport à Karim, par rapport à tout ça. Je suis pas, donc ça, ok. Mais les autres, pour moi, c'est toujours tout aussi important. Et de valoriser le fait que
Si ton meilleur niveau à toi, c'est la R2, kiffe mon pote. Si ton meilleur niveau à toi, c'est la N3, kiffe. Arrête de chercher à trouver lui c'est mieux, lui c'est mieux. Non, c'est ton meilleur niveau à toi. Mais beaucoup de gens en fait, c'est l'auto-évaluation que beaucoup de gens n'ont pas. Parce que parfois, on s'imagine être beaucoup plus fort que ce qu'on est. Et que parfois, c'est mieux d'être un bon joueur ou un très bon joueur en R2 que d'être un joueur de complément en N3 où tu es juste dans l'effectif, en fait. C'est ça. Mais après, même d'un point de vue purement développement personnel, franchement, je suis sûr que tu te sens mieux. Bah oui, clairement. Tu acceptes l'acceptation des choses. Et c'est dire, moi j'ai voulu faire des choses, ça n'a pas fonctionné. Si tu les acceptes pas, tu peux pas arriver. Dire, j'ai pris une équipe, j'ai perdu. Je me suis retrouvé tout seul. Si tu n'as pas l'acceptation de dire, ah là, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas bon, bah, tu repars au combat. Bah oui. Voilà. Et si tu acceptes ça, après tu peux très bien dire, voilà, moi j'accepte d'être un joueur de complément. Si tu acceptes d'être un joueur de complément, si tu as sur ton auto-évaluation, tu acceptes le résultat, Tant mieux. mais là, tu vas, et c'est même dans ce cadre-là que tu surprends des personnes. Oui, parfois, toi-même, tu te sublimes, en fait, finalement. Exactement, parce qu'au final, tu te rends compte que dans un terme, ça passe. Et en fait, ça c'est bien parce que tu vois, moi, j'ai souvent cet échange-là avec mon fils où je lui dis, en fin de compte, quand tu es Ton coach, fils qui joue déjà à Besançon, N1, à Besançon, ok. et en fin de compte, souvent, en fait, il y a des comparaisons inutiles. Et moi, je lui dis, mais en fin de compte, le but, c'est de vraiment comprendre la mentalité ou ce que va arriver un coach. Aujourd'hui, on peut avoir une évaluation, et sur l'évaluation, on va faire des estimations, bonnes ou mauvaises. Il y a des gars qui, quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau, ils vont te coller 12 points de moyenne. C'est ça. Cherche pas à comprendre. 12 points de moyenne. Tu les mets en départ, ils vont coller 12 points de moyenne. Tu les mets en R1, ils vont te couler 12 points de moyenne. Tu les mets en N2, ils vont couler 12 points de moyenne. Voilà. Maintenant, tu as des gars qui peuvent mettre 30 points de moyenne en départ, où tu sais pertinemment qu'il va aller en R2, il va passer de 30 à 5. Et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est-à-dire que de comprendre, toi, dans ton évaluation, de le remettre dans le contexte. Et c'est la même chose que pour les spectateurs. Tous les joueurs dans les tribunes pensent qu'ils ont le niveau d'être sur le match qu'ils vont regarder. Ah, je vais te raconter une anecdote. À Saint-Maur, tu avais un petit qui disait il allait tuer un des meneurs qu'on avait. Meneur qui venait de Rueil et qui était super bon. C'est qui le meneur? Julien. Okay. Je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais d'ailleurs, s'il écoute, pardonne-moi. Mais... Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il s'est passé un jour? Il est venu à l'entraînement. Et pourtant, il était là tous les samedis. Et tous les samedis, dès que moi je le croisais, il n'est pas bon. Sur le truc, le joueur n'était pas performant. Il était un peu dans le dur. C'était une dure saison. Et il est venu à l'entraînement. Il dit, mais moi, je fais mieux. Mais moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Le joueur, il n'a même pas passé le milieu de terrain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il n'a même pas passé le milieu de terrain. Parce que forcément, moi, je lui dis, mais puisque tu parles, tu vas venir t'entraîner. Sauf que moi, je veux lui dire ce que tu dis au mec. Il dit, ah ouais, le petit dit ça. Mais je lui dis, ouais, je veux lui montrer. Il n'a pas passé le milieu de terrain. C'est-à-dire qu'avant le milieu de terrain, il avait pour objectif, pendant toute la séance, de lui faire lâcher la balle. Avant le milieu de terrain, t'es poste 1. Il a compris. Il s'est dit, ah ouais, plus jamais je vais parler. Et c'est ça, en fait, que je... Mais c'est malheureux d'en arriver à là, quand même, pour que certaines personnes réalisent ce genre de choses. Voilà, et qu'on ne s'imagine pas. Je veux dire, après, quand on va plus loin, je sais que une question qui est très importante, un joueur qui a un enfant, l'année où ta femme est enceinte, t'es souvent nul. Ça, les gens, ils le savent peut-être pas. C'est vrai que c'est une réalité qu'on connaît sûrement pas. Si tu peux développer là-dessus, ce serait pas mal. Non, moi, j'ai été nul l'année où... Mais vraiment nul. Vraiment nul. T'essayes, mais tu n'y arrives pas. Et après, effectivement, quand tu prends un peu de recul, il y a tellement de choses qui sont amenées à changer dans ta vie, tu as tellement de choses, tu as d'autres trucs, et au final, tu n'es plus focus. Et si le coach, il prend pas soin, ce que j'aime bien dire, pour avoir un joueur performant, il faut prendre soin de l'homme. Si tu t'intéresses pas à ce que fait l'homme, tu n'auras pas un joueur performant. Et effectivement, ça, c'est un peu le plus, et c'est un peu ce que j'ai appris avec Karim. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses à la vie d'un enfant,
quand tu t'intéresses à la vie d'un homme, quand tu t'intéresses à la vie d'une fille, à la vie d'une femme, sans sans aller dans sa vie privée. Moi, il y a une question qui m'horripile, c'est ça va. En fait, on est dans un fonctionnement, on dit ça va, ouais, ça va. Moi, je sais que quand ça va pas, je dis ouais, non, ça ne va pas. Mais quand je dis ça ne va pas, c'est pas pour que tu viennes me câliner. C'est pour que tu saches que ma communication, elle va être biaisée parce que je ne vais pas bien. Je vois ce que tu veux dire. Pas parce que j'ai besoin que tu... Et ça pour moi, c'est super important. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un ça ne va pas, c'est pour te dire attention, si aujourd'hui tu fais une blague, ça va pas être bon. Et en fin de compte, j'avoue que moi, j'ai réussi à développer quelque chose où quand les gens ne vont pas bien foncièrement, je sais pas comment dire, je le ressens. Donc je le ressens. Et en fin de compte, ces jours-là, je leur prends pas la tête. Bah, de toute façon, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu connais l'homme, la femme, ou la fille Exactement. ou le garçon et tout, bah forcément, même s'il te répond ça va, tu sauras avec l'intonation ou la manière de le dire Voilà. que ça ne va pas et qu'elle te donne une réponse parce qu'elle ne veut pas en parler forcément. Voilà. Parfois, Et ça peut être je ça. leur dis en fait. C'est-à-dire, non, je sens que tu vas pas bien. Et souvent, la réaction, tu sens que, mais comment il sait? Il est au courant? Mm. Et là, je lui dis, non, non, je suis au courant de rien, mais c'est bon à savoir. Ouais, c'est très important. Et effectivement, voilà, en tout cas, l'année de la naissance, aucune expertise à amener. Je sais que tu peux poser la question autour de toi à tous les joueurs qui ont eu. Il y a une grande majorité de personnes que je connais, ils ont été méga nuls ou moins performants qu'à l'accoutumée sur l'année de la naissance d'un enfant. Ok. Très bien, je vois. C'est quelque chose que je ne savais pas parce que je n'ai pas encore d'enfant. Donc peut-être que Ça va pas tarder. je découvre. Oh, on verra. Ok, très bien. Bah, du coup, après ça, tu as fait Andrézy, où tu étais d'été pendant un moment. Ensuite, là, bah, juste vu que tu es un peu. On court un peu derrière le temps. Andrézy, je peux nous résumer ça rapidement. Andrézy, j'y arrive par le plus gros des hasards, c'est-à-dire que je suis en galère complète. Je change de département. Autant dans le département du 94, je pense que j'aurais trouvé un poste de ce que je veux très très rapidement. J'arrive dans un endroit, je connais personne. Bah, j'appelle les clubs, Levallois, Nanterre, Cergy, Poissy, il n'y a rien. Et là, je me dis, waouh, on me propose des filles, moi je ne fais pas de filles. Voilà, c'est pas misogyne ou c'est pas quoi, c'est que moi, je sais pas faire. Et Mais c'est bien de le reconnaître. je sais pas faire et je ne veux pas du tout apprendre à faire. C'est comme ça. Dire j'ai pas de truc, moi, j'aime pas. Regarder, ok. Non, non. Il y a trop de choses qui, dans ma façon d'être, qui, moi, va faire en sorte que ça ne colle pas. Après, j'ai certainement tort. On peut simplement dire, mais t'as jamais essayé, comment tu veux savoir? Mais dans tous les Ça cas, ça s'entend. revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de vérités, d'affirmations que tu as pu faire avant, Mm, que tu as changé d'avis après. Bah, peut-être que le exactement. temps nous dira. Pour l'instant, celle-là, je ne l'ai pas changée. Oui, mais pour l'instant, pour le moment, Pour comme on dit. l'instant. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore changée. Et en fait, compte, je suis en galère de fou. Et en fin de compte, sur un vieux message Facebook, tu as Jeff de la VGA qui transfère mon message et je me retrouve à passer un entretien en Brésil. Et le truc le plus fou, c'est que je me fais recaler de l'entretien. En clair, et là on tombe sur un nouveau truc, c'est on veut des gens compétents, mais on n'est pas prêt à les payer. Bienvenue dans le basket. Dire ouais, moi C'est tu le monde du sais, basket, ça. Hein. moi je veux un coach diplômé au prix d'un coach qui n'est pas diplômé ou au prix d'un coach qui va faire je veux te payer 10 heures quand on fait 50. Là tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là il me dit non. Et il me dit non, tu vois, je me suis déjà engagé avec des personnes. Alors que je lui fais une proposition qui est honnête. Je lui dis écoute, moi je suis en capacité de m'occuper de deux équipes. Je veux dire, je t'entraîne tes deux équipes d'affilée. Par contre, j'en coach qu'une le week-end. Et si tu veux, je peux même faire en sorte de former l'entraîneur. Il me dit non, machin, t'es trop cher, patati patata. Et, et je crois que, donc, au final, je me retrouve en galère. Je suis à deux doigts de dire oui à un truc à Sanois. J'y croyais pas du tout. J'avais fait une séance là-bas, j'avais pas du tout kiffé. Et je me dis, bon, bah, on n'est pas d'accord sur le prix, forcément. Et je dis, bon, bah, je veux dire oui, j'aime ça, je veux continuer, puis je vais l'année prochaine. Et là, il m'appelle. Il me dit, ouais, est-ce qu'un poste d'été, ça t'intéresse 35 heures ou je sais pas quoi. CDI. Je dis, quoi Ouais. Je dis, ah ouais.
Et c'est comme ça que j'arrive à Andrézy. Ok. Après, Un gros bond quand même, parce que ah, du coup, DT, c'est un poste que tu n'avais jamais eu. jamais eu. Jusque-là. Jamais eu. Après, je me suis dit, bon, ouais, on va savoir à peu près comment ça se passe. Ouais, je me jette dans le grand bain, où là, effectivement, on est sur du management et on est sur des dingueries qui sont liées à des clubs de départ. Des mecs qui entraînent en casquette, des mecs qui entraînent en jean, des mecs qui sont jamais à l'heure, bref, il y a des trucs énormes. Et en fin de compte, la première chose qui se passe, c'est qu'on me demande de faire un audit. Et en fin de compte, je me rends compte que dans mon audit, je suis tellement focus de faire un bon audit que je parle que des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, ça veut dire que j'ai une communication où je fais pratiquement que critiquer ou que parler aux gens quand il y a un truc qui ne va pas. J'avais complètement zappé le fait de pouvoir communiquer et de valoriser ce que je disais d'un point de vue aux joueurs. Et là, je me dis, bon, c'est un peu chaud et tout. Donc, on a commencé à faire tout ce qui est réunion technique, où ça, ils ont plutôt bien apprécié. J'ai organisé un premier tournoi U13, où là, je rappelle mes potes, donc Karim à Nanterre, Charenton, et je ne me rappelle plus de l'autre équipe, où on fait un tournoi. Où là, effectivement, je leur dis, voilà, ce que moi j'aimerais, c'est que vous les tordiez. Et là, effectivement, il me dit, mais comment ça? Je dis, non, je dis au coach U13, tu vas te faire tordre. Il me dit, mais comment ça? Je dis, faire tordre, ils vont nous battre, mais ils ne vont pas nous tordre. On a un truc à faire valoir. Okay. Il vient quand même avec un certain Yannis Salah, qui aujourd'hui est rentré avec 1 an d'avance à l'INSEP, qui jouait à l'époque en U13 à Nanterre avec Karen. Et au final, ils leur mettent un tarif sur 2 fois 10 minutes que tu prends habituellement en 40 minutes. 40 minutes. Et là, il me dit, mais tu vois, le tarif, il est bon. Je dis, mais comment ça, le tarif, il est bon? Tu te rends compte que tu as joué 2 fois moins de temps que ce que tu dois jouer. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un 30 points d'écart. Là, tu es sur 60 points d'écart. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a 60 points d'écart avec un mec qui fait tourner. Donc, tu vois un peu l'écart abyssal qui est entre eux. Et ce qui est le plus marrant, c'est sur les routines. Les gamins arrivés le premier, c'est les gamins qui n'étaient pas là. Les gamins qui s'échauffent bien, machin, bah, c'est les gamins Charenton, machin. Nous, Andrézy, on vient. Les mecs qui viennent 5 minutes avant, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas d'affaires. Tu te dis, mais attendez, vous êtes les gens qui organisent le tournoi et vous n'êtes pas à l'heure. Vous vous comportez comme ça. Je me dis, ok. Après, bon, il y a eu le Covid. Donc, ça a été un peu compliqué. Et ensuite, après, on a commencé à remettre des choses en place. Par exemple, là-bas, on n'entraînait pas les vacances. Donc, ça a été mon branle-bas de combat. Où là, tu as des personnes qui disaient, mais attendez, moi, je veux plus d'argent si j'entraîne les vacances. Donc, au final, on en départ. On me demande, moi, d'augmenter la performance sportive globale du club. Et moi, je me rends compte que on a des créneaux de 1h15. Tu te dis, waouh, 1h15, je ne sais pas combien. On s'entraîne pas pendant les vacances. Mais c'est normal que vous soyez à ce niveau-là. Bah oui, tu vois, performance. Donc, ça a été un peu mon branle-bas combat. On a commencé à mettre des choses en place. On avait quand même des jeunes qui étaient très, très bons. Et en fait, ça se passait bien. Les premiers changements en termes de coach, où ils disent, moi, Patrick, j'en peux plus, il se la raconte, patati patata, bref, tout ce que l'on peut entendre ici ou là. Et j'ai eu la bonne idée de prendre une équipe U15, départ là-bas, en leur disant peut-être, en me disant, on est en galère, je ne dois pas coacher, mais en quelque part, en fait, de devenir l'été, c'était bien, mais le terrain, ça m'a manqué. Donc je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je prends une équipe, et je me suis éclaté, en fait, pendant cette année-là. C'était soi-disant une équipe où il n'y avait que des gars qui ne savaient pas gérer. On a passé une super année. Où les mecs, ils ont progressé, où les mecs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et surtout, les coachs, ils ont vu que je savais également mettre en place ce que je prenais. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne faisait pas ce que je voulais, c'était dehors. Je m'en fous du résultat. De toute façon, on est en départ. Je m'en fous du résultat. Si tu ne fais pas l'effort que je te demande, tu sors. Si tu réponds, si ça ne va pas, tu sors. Si tu ne respectes pas ton coéquipier, tu sors. Si tu ne te comportes pas comme un leader, alors que tu es défini comme le leader parce que le coach te le demande ou parce que les joueurs te définissent comme le coach, comme le leader, ça ne va pas. Tout comme les mecs qui te définissaient comme leader, si ça ne savait pas te dire, hey, là, tu vas la fermer, moi, je leur dis, mais comment ça? C'est-à-dire que lui, vous le définissez comme leader, lui, il vous parle mal, et quand il vous parle mal, vous ne lui répondez pas. Lui, c'est la star.
Bah, en fait, dans les équipes départ comme ça, on confond beaucoup entre le leadership et la star. Voilà. On confond beaucoup. Et moi, je leur dis, mais ça n'existe pas. Et moi, lui, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais mec, si tu veux monter, respecte tes gars. Et ça a été un cheval de bataille toute l'année. Et après, effectivement, j'ai été sollicité en août. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé le président et je lui ai dit, ouais, moi, ça m'intéresserait. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Et au final, on n'est pas tombé d'accord. Et comme Patrice reste Patrice, je lui dis, hey, moi, je fais pas ça pour me prendre la tête. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je fais, tu n'y crois pas, tu es ceci, tu es cela. Il me dit, ouais, il faut être présent toute la semaine. Je dis, attends, tu te rends compte de ce que tu dis? Je dis, il me dit quoi? Je dis, mais si je suis présent toute la semaine et que je dois entraîner 35 heures dans la semaine, c'est pas le prix que tu paies là qu'il faut payer. Et au final, j'aurais dit, bah, c'est bon, j'arrête. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Poissy. Ou à Poissy, c'est un autre truc. Où là, je suis sur du développement de vidéos, de retour de vidéos, Okay. où je suis focus sur mon équipe. Et c'est un fonctionnement qui est différent. Qui te correspond en plus? C'est pas qui me correspond, c'est-à-dire qu'habituellement, c'est l'assistant qui fait le scouting adverse. Okay. Dans notre cas, c'est le coach qui fait le scouting inverse. C'est-à-dire que le coach s'occupe des scoutings inverses. Moi, je m'occupe de notre équipe. C'est-à-dire que je fais les retours, des retours à des joueurs qui le demandent, des retours vidéo, des montages, où je leur montre effectivement quelles sont les pistes que l'on veut voir, et ainsi de suite. Quelles sont les erreurs qu'ils ont faites, quelles sont les choses qu'ils ont bien faites. Et moi, je suis vraiment focus ça, et à l'intérieur de ça, j'ai 2 ou 3 joueurs à m'occuper plus spécifiquement, parce qu'on veut les voir se développer individuellement. Okay. Donc, on va dire que dans ce cadre-là, moi, je m'y retrouve bien. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu es dans ton process de j'apprends par rapport à mes différentes formations avant de pouvoir vraiment prendre une équipe de ce genre de, Exactement. de ce niveau. Parce que effectivement, j'avais jamais fait de senior. J'arrive sur une équipe senior, à regarder comment ça se gère, comment plein de choses. Comment tu les maintiens sous pression, comment tu mets un coup de pression. Effectivement, je vois plein de choses que je connaissais pas. Je veux dire, il y a plein de tips, tu vois. Je me rappelle d'un truc sur un match de Fougères où nous on avait décidé de punir des switches. Eux ils switchaient sur écran, sur pic, et on avait décidé de punir ça. Quand je dis punir, c'est avec du. C'est-à-dire on mismatch. Bam. Ah, on met en bas ou on tire. Exactement. On joue un contre un. Non, là c'était la balle au grand. Okay. C'est-à-dire comme sur écran, c'est-à-dire que le grand gardait le meneur et que le meneur descendait avec du coup, le meneur, il recule. Okay, exactement. Et en fin de compte, on les a tellement punis là-dessus, temps mort de l'équipe adverse. Et là, le coach met en place une rotation à 3. Voilà, il met en place une rotation à 3. Et là, comme ça, il fait. Exactement, comme ça, il y a plus de mismatch. Et là, le coach, il reprend temps mort. Et là, il intervertit 2 joueurs. Il intervertit 4 et 5. Et en intervertissant 4 et 5, il annule complètement. En fait, du coup, on avait tout en mismatch. Voilà, il annule complètement. En fait, il a changé son système ou il a adapté son système? Non, en fait, il a changé. En fait, c'est le même système où il a demandé au 4-5 de changer. Okay. Et là, je me dis, wow, j'ai pas le niveau. Là, clairement, je me suis dit. Oui, je me suis dit, ce tac au tac là, je suis pas à ce niveau-là. Tu me mets dans ma chaise, chez moi, Yaka Faucon, je t'aurais dit oui. Oui, ok, ça, oui. Mais là. Sur le moment T, d'être en capacité de dire non. Je vois ce que je veux dire. Contre le Valois, c'est la même chose. Gameplay établi, machin, tout ça. On se parle juste avant le temps mort. Il prend temps mort. Il met en place. Les mecs qui reviennent sur le terrain, ils se lèvent. Boxe talien. On n'en a pas parlé de la semaine. Il n'y a que lui qui savait ça. Et je pense qu'on gagne le match contre le Valois sur cette boxe-là. Et je sais pertinemment. Si tu peux vulgariser un peu boxe. C'est un joueur que l'on prend, on va dire, que l'on ne veut pas qu'il ait la balle. Voilà. Et on fait une zone 2-2. Boxe zone 2-2. Et là, je me dis, waouh. Et c'est en ça où. Parce qu'en soi, en tant que basketteur, tu sais ce qu'est une boxe. Oui, mais après, le plus important en tant que coach, c'est de pouvoir le mettre en place
sur une Exactement. situation où, en fait, comme tu disais tout à l'heure, tu es dans 50-50, c'est-à-dire que tu peux rester comme tu es, ça peut passer ou Ouais. pas, mais la prise de risque, c'est la prise de risque et le culot de pouvoir mettre ça en place à ce Exactement. moment-là, alors que tu vas pas forcément travailler. Exactement. Et en sachant que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, cette année, j'ai compris que plus tu planifies, plus tu apprends à gérer l'imprévu. Exactement. Et ça, je n'avais pas en fait cette vision-là. Et, euh, et, et quand je dis que j'étais pas prêt, aujourd'hui ça me le montre. Maintenant, après, il faut remettre dans le contexte. On est dans une équipe, aujourd'hui, on est virtuellement premier, même si Fougères est devant nous. Aujourd'hui, on a perdu 3 fois dans cette année. Et on a perdu 3 fois à l'extérieur, À domicile invaincu. à domicile invaincu. Super. Inch'Allah, on le reste, on a encore C'est au juste. moins un minimum de matchs. Ok. Mais Là, du coup, vous visez quoi, le titre? non, on vise la montée. Il faut monter. Ok. Ok. Il faut monter. Et pareil, au moment où j'arrive, au moment où j'arrive à Poissy, tu m'aurais dit, tu vas dans une équipe qui joue la montée. Je t'aurais dit, Jonathan, ouais, t'as monté. En tout cas, je n'allais pas là-bas pour ça. Donc, je Ok. me retrouve dans un projet ambitieux. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, tu me donnes à manger, moi je mange. Et en fin de compte, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses positives. Et après, voilà, je veux dire, moi, j'ai pas de limite dans ce que je fais. Tant que je kiffe, moi, je suis là. Ok. Bah, du coup, j'avais posé une question sur comment toi, tu définis le rôle de l'assistant. Parce que pour moi, c'est quand même un. Tout à l'heure, tu as parlé de ta relation, toi, en tant que coach, enfin, toi, en tant qu'assistant avec Karim, Mm. toi, en tant que coach avec des assistants. Et là, du coup, tu es assistant dans un niveau senior et national, donc c'est pas les mêmes tenants et aboutissants qu'en Mhm. jeune ou ainsi de suite. Comment toi, tu définis le métier d'assistant? Et pour toi, quelles seraient les qualités pour être un bon assistant? Alors, moi, la première chose, c'est, moi, j'ai été très clair, en fait, au départ. Je lui dis, écoute, euh, j'ai l'âge que j'ai l'expérience que j'ai, euh, j'espère que tu sais pertinemment ce que tu veux me faire faire. Si c'est pour être ton larbin, franchement, c'est pas du tout ça. Après, je peux comprendre que j'ai ce Là, caractère-là. tu parles Voilà, dès le qu'il va départ. te donner, quoi. Voilà, dès le départ. C'est important de Dès définir le un rôle. départ, je lui ai dit, voilà, si ton objectif c'est ça, je parle énormément d'objectifs, mais si ton objectif c'est ça, c'est pas le bon. Et là, il m'a dit, non, 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 non. Il m'a dit, je sais très bien qui t'es, je sais très bien, voilà. Donc, et de ça, on est parti là-dessus. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Et la deuxième chose, moi je dis, il faut être curieux. Il faut toujours demander pourquoi tu fais ça. Il faut toujours s'intéresser, poser des questions, observer. Et au final, après, tu commences à donner à manger à ton coach. Dire, moi, je lui donne à manger. Et au final, il prend pas. Et jamais Ça, c'est prendre, plus dur parfois quand on est assistant pour et les jeunes jamais assistants, prendre personnellement, quand il ne prend pas. quand il ne prend pas. Et en fait, pour moi, c'est super important. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et après, quand tu sais pourquoi tu es là, qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas, c'est secondaire. Toi, tu as fait ton boulot. Moi, j'ai fait mon boulot. Exactement. Et au final, assistant, c'est la belle place. Parce que celui qui prend les coups, c'est pas l'assistant, Bah c'est le oui. head coach. Toi, tu n'as pas de pression, toi. Toi, moi, j'ai pas de pression. Celui qu'on veut souvent virer, c'est pas l'assistant, c'est le head coach. Donc, et après, pour être totalement transparent, moi, comme moi, je lui ai toujours dit, je veux pas ta place. Je veux pas ta place. Comme ça, tu vas pas t'attendre à ce que. Moi, je suis pas dans ce cadre-là. Comme je suis pas ambitieux, comme je suis pas carriériste dans le basket, moi, je le dis. Je dis pas que si demain j'ai l'opportunité de, je ne vais pas y aller. Je dis pas dans ces conditions-là. Ou, dès le départ, je leur ai dit effectivement, si demain je peux te sauter, je vais te sauter. Mais je vais lui dire. Et ça dénote un peu de ce que l'on peut connaître. Mais moi, je suis comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, je peux dire, si demain, moi, on me dit, prends la place des mecs que j'ai assistés, jamais je le ferai. Je le ferai pas parce que ce qu'ils m'apprennent et la relation que je crée avec eux, pour moi, elle est supérieure, beaucoup plus de valeur. a beaucoup plus de valeur que ton simple poste. Ok, très bien. Et après, je pense qu'en travaillant, en gardant ces valeurs, on peut quand même avoir ce type de poste-là. Je suis convaincu de ça. Bah, généralement, le travail, entre guillemets, paye toujours. Et justement, je vais rebondir sur ma prochaine question, c'est que là, du coup, potentiellement, vous jouez la montée. Et si vous jouez la montée, toi, c'est en termes de projet d'avenir et tout, est-ce que si vous jouez la montée, que vous montez, tu te vois encore rester dans ce rôle-là ou
tu aimerais que ce rôle-là évolue ou tu t'es plutôt intéressé par d'autres projets? Moi, aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'on a un problème de qualification de coach. Ok. Donc, dans ce cadre-là, les choses sont très compliquées. Moi, je me suis dit, bon, je me prends pas la tête, le but c'est de monter, on monte, après on discute. Maintenant, moi, je suis toujours ouvert à toute proposition, et, euh, et comme ça reste une passion, comme c'est pas mon gagne-pain, comme c'est pas mon revenu principal, si ça ne convainc, si le rapport temps-argent ne correspond pas à ce que tu veux m'offrir, je resterai pas. Si tu m'offres quelque chose en disant, mais là, c'est l'opportunité d'aller truc, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est kiffer. Et je kiffe à partir du moment où ça répond à mes obligations professionnelles et ça rentre dans le cadre de l'organisation de la famille. Parce qu'en fin de compte, le cocon qu'est la famille, quand tu es entraîneur, c'est le cocon le plus important. Mhm. Parce que quand tu vas pas bien, quand tout le monde est contre toi, Mhm. c'est la famille qui te protège. Et en fin de compte, quand moi, je vais voir ma femme et lui dire, écoute, est-ce que je peux faire ça? Si elle valide pas, je fais pas. Parce que ça, c'est la forteresse. Donc, c'est clair que je suis en capacité de dire, bah, j'aime ça, donc je vais passer moins de temps avec la famille, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, comme c'est pas à n'importe quel prix, si la proposition qui est faite ne me correspond pas, je vais dire non. Et j'ai toujours été comme ça. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai quitté Andrézy. Andrézy, c'est pas l'argent qui m'aurait retenu. C'est qu'au final, quand je me sens pas quand le projet pour lequel tu m'as fait venir, on n'est plus dedans. Donc là, c'était améliorer la performance sportive du club. Si je ne sens plus en capacité d'atteindre ton objectif, salut, je ne vais pas perdre mon temps. Je vois. Et là, dans ce cadre-là, je suis dans le même cadre-là à Poissy. Mais moi, j'en ai rien à faire. Betclic, Coupe du Monde, tout ça, je m'en fous. Je ne suis pas carriériste dans le basket. Moi, c'est un pur kiff. C'est un pur kiff, et ça, c'est lié à un autre débat qui est l'organisation de comment j'organise ma vie, comment je gagne mes revenus pour me permettre de me laisser le choix de dire oui, Oui, je vais dans ce projet-là, non, je vais pas là. oui, c'est vrai. C'est vrai que enfin, par rapport à ton cadre de vie aussi, ça va ensemble en fait. C'est-à-dire Exactement. que ta réflexion, elle est pas juste comme ça par fierté ou quoi Non, que ce alors soit. non, Elle est animée par autre chose exactement, que l'argent ou la fierté. exactement. Ok. Après, j'ai pas de fierté, moi. Je veux dire, je devais pas faire ça, je le fais, je l'aime bien. J'espère de le faire de la meilleure de façon possible. Demain, si je dois être sur une sélection nationale, internationale, mais bien sûr, je vais y aller. Bien sûr que je vais y aller. À partir du moment où ça respecte qui je suis, ça respecte mes valeurs, et moi j'y vais. Et toujours dans ce cadre-là. Ok. Et du coup, là, j'allais te poser. Enfin, là, on arrive un peu vers la fin. On a abordé pas mal de choses. On Mm. a parlé un peu longtemps. Euh, En fait, en conclusion, moi, je voulais savoir si. Bah, généralement, je pose toujours cette question. Euh, Si tu avais un conseil à donner aux jeunes joueurs qui veulent atteindre un niveau d'excellence, on va dire, sans dire au niveau machin, Mm. NBA, tout ça, on va juste dire un niveau d'excellence, euh, quel serait ce conseil-là? Quel conseil tu donnerais à un jeune joueur qui va atteindre un niveau d'excellence? Je dirais la première chose, il faut travailler, mec. Mhm. Travailler dur, très très dur. Déjà très très dur. Et d'avoir une motivation personnelle. De dire je veux devenir pro, c'est pas un objectif. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Et en fait, quand tu auras défini le why, le pourquoi, tu fais tout ça, derrière, derrière les choses vont se mettre en place. Et le plus difficile, c'est ça. Dire, tu vas demander à des joueurs, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'entraînes tous les jours? Pourquoi tu fais 2 séances? Pourquoi tu fais de la muscu? Je veux devenir pro. C'est pas un objectif. C'est pas un objectif de devenir pro. Il faut que tu puisses définir. Si on me demande, Patrice, quel est ton objectif de vie? Moi, tu appuies sur le bouton, ça sort. Mon objectif de vie, moi, c'est générer suffisamment d'argent pour pouvoir vivre de mes passions. Voilà, ça c'est mon objectif de vie. Et c'est dans ce cadre-là que je peux me permettre de dire je fais ça au basket et je ne fais pas au basket. Parce que mon objectif de vie, c'est ça. Mm. Et si toi, tu n'as pas un objectif pour devenir le fameux why, pourquoi tu vas arriver là, ça ne fonctionnera pas. Parce que si c'est juste un rêve sans objectif, c'est qu'un rêve. Voilà. Devenir pro, non, ça n'existe pas. Si ton objectif c'est de devenir pro, il faut savoir pourquoi. Parce que, parce que quand ça va aller, quand tu vas connaître l'échec, quand tu vas connaître tout un tas de choses qui arrivent dans la formation d'un joueur,
Si t'as pas ce truc-là à l'intérieur là, qui te dit non mais là, ouais, je crois en mon truc parce que je sais, ça fonctionne. Ouais, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Voilà. Généralement, Et c'est ça là que... aujourd'hui, quand on parle avec les jeunes joueurs, ceux qui t'expliquent, tu sais pas. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Et du coup, vu que tu as été assistant et coach, euh, du coup, je vais te poser une question un peu particulière. Je vais pas te poser si tu étais coach ou assistant. Euh, à quel point c'est important de passer par l'assistanat pour l'apprentissage du métier de coach? Ça te permet d'accéder à des niveaux auxquels tu n'aurais pas le droit en termes de diplôme. Dire aujourd'hui, par exemple, avec le DE, tu peux être assistant N1. C'est-à-dire que sans le DE, quoi qu'il en soit, tu n'auras jamais coach en N1. Et en fin de compte, quand tu penses comme ça, par exemple, ne serait-ce que sur, tu as accès à un certain nombre de niveaux. Lorsque tu es assistant, ça te permet en fait d'être au contact de joueurs, d'un certain niveau de joueurs auquel tu n'aurais peut-être pas eu directement accès si tu n'étais pas là-dessus. Et après, en termes de formation, pour moi, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assistanat, notamment les 2 ans de Karim, ça m'a fait gagner 10 ans. J'aurais jamais été ce coach-là, j'aurais jamais pu avoir ce parcours-là si j'avais pas eu ces 10 ans-là, si j'avais pas eu ces 2 ans-là. Parce que ces 2 ans-là, il m'a donné tellement de trucs que ça m'a fait gagner énormément de choses. Et que aujourd'hui, eh ben, si j'avais commencé, par exemple, sur l'AS Créteil, je pense que je serais plus coach. C'est pas une vie. Je pense que je serais plus de coach. Et en fin de compte, et pour revenir sur ce que je disais juste avant, aujourd'hui, je sais pourquoi je coach. Je sais pourquoi j'aime coacher. Pourquoi tu aimes coacher? Moi, j'aime le projet. Moi, j'aime le projet. J'aime partir d'une feuille blanche et j'aime construire quelque chose. J'aime pouvoir avoir un challenge et de se dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie que tel ou tel joueur puisse se définir en tant qu'homme. Voilà. J'aime bien préparer la jeunesse à leur vie d'homme. Pas à devenir basketteur, pas à devenir pro. Parce qu'en fin de compte, pour moi, le sport, c'est le reflet de la vie. Ok. Donc, comme c'est le reflet de la vie, de temps en temps, tu vas gagner des matchs, de temps en temps, tu vas perdre des matchs. Ben, de temps en temps, ben, ça va bien se passer dans ta vie. De temps en temps, tu vas avoir des galères dans Ou ta tu vie. peux avoir des blessures. Tu peux avoir des blessures, tu peux avoir tout un tas de trucs. Quand Mm. tu le transposes, tu as énormément de choses. Moi qui fais du business, mais le basket, c'est la base de tout ce que je fais d'un point de vue business. La résilience que j'ai dans le business, c'est parce que j'aime aller me faire mal au basket. Donc, je ne suis pas en train de me dire, là, je suis fatigué, j'y vais pas. Je dois y aller, j'y vais. Et en fin de compte, le sport, c'est toute ma vie. Le sport, c'est moi, ça me définit. Dans le business, dans le coaching, dans qui je suis. Et en fin de compte, eh ben, pour moi, ce que je te disais par exemple tout à l'heure, c'est un des meilleurs facteurs d'intégration d'une certaine partie de la population. Et pour moi, ça, c'est complètement ouf que dans notre cher pays, on n'en ait pas conscience. Et moi, je fais ça pour ça. Parce que moi, je sais que ça, moi, ça m'a permis de faire énormément de choses. Dire, moi, je viens pas d'un quartier de ouf, mais moi, au lieu d'aller traîner en bas, mais j'allais au sport. À l'époque, je faisais du foot, j'étais jamais là. Après, je faisais du basket, j'étais jamais là. Et aujourd'hui, tout mon business s'est fait pratiquement plus ou moins avec des basketteurs. Toute Et, ma vie et en fait plus, plus ou moins avec des basketteurs. tu fais des Voilà. rencontres qui peuvent changer la Et vie, quoi. au final, tu te rends compte, tu te dis, ah ok, d'accord. Mais après, je parle de basket, ça peut être valable dans le foot, ça peut être valable dans la danse, ça peut être valable sur du théâtre, ça peut Mm. être valable sur tout un tas de choses, sur, euh, D'où l'importance de l'aspect culturel des choses, en fait. exactement, sur tout un tas de choses, ce que tu veux, sur tout un tas de choses. Mais en fin de compte, pour moi, c'est ça en fait qui m'anime. Et c'est pour ça que je fais ça. Pas pour dire je suis le meilleur entraîneur, je suis le meilleur tacticien. On s'en fout de ça. Ok, très bien. Du coup, on arrive vers la fin. Et si tu avais un mot de la fin, des projets d'avenir, cet été par exemple, je sais pas, dis-moi, du coup. Projet, franchement, moi l'été, c'est repos. C'est vraiment repos, repos de pouvoir profiter déjà profiter de la famille, parce qu'en fait, Mm. on est souvent pas là, souvent le week-end. On rate beaucoup de situations familiales importantes. Ça, Mhm. les gens oublient souvent. Mm. Et donc, déjà en premier lieu, après de voir les gens, puisqu'on les voit très peu. L'été, c'est généralement là où on commence à revoir des potes parce qu'on a plus de Voilà, match. parce que on est souvent on est dans la lessiveuse et de pouvoir ben, communiquer, pouvoir répondre à des sollicitations comme la tienne
et de pouvoir se prendre le temps de réfléchir. J'aime bien cette période-là, parce que t'es pas dans... C'est la camille un peu, on va dire. Exactement, t'es pas dans la lessiveuse, tu vois, Mm. tu vas être bien, même si après, comme tout drogué, lorsque ça, on va être juillet, tu vas être bien, août, machin, et après, tu vas être en manque. Après, tu vas être en manque, faut ma dose, quoi. Ouais, exactement, ouais, je vois. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas Je d'avoir t'en pris le prie. temps. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à s'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir, en vrai. Donc voilà, merci Pat. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Hop. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. On a parlé beaucoup ou pas? Je sais pas. Je pense que ouais, je sais pas il est quelle heure. Il est 18h.